chacun avec soi-même, puisque finalement, vous êtes la personne la plus importante de votre vie, n'est-ce pas? Vous êtes la seule personne avec qui vous allez passer tout le reste de votre vie. Bien sûr, vous pouvez changer de mari ou de femme, vous pouvez changer de travail, vous pouvez changer de voisinage, mais il y a une personne à qui vous allez passer chaque seconde, chaque minute de votre existence, il s'agit de vous-même. Alors, bienvenue pour cette rencontre avec ce mystérieux être qui est là et qui sommeille à l'intérieur de nous et qui s'exprime à travers des symptômes. Et peut-être certaines personnes parmi vous ont déjà entendu parler du décodage biologique ou des thérapies proches de cela. Levez la main que je sache si c'est le cas. Très bien. Donc, eh bien, deuxième question qui m'intéresse de savoir là tout de suite. Eh bien, combien parmi vous ont une voiture? Levez la main que je sache un petit peu. Il y en a un petit peu plus là. Donc, et parmi vous qui avez une voiture automobile, vous avez le mode d'emploi. Vous savez qu'il faut mettre de l'essence, qu'il faut mettre de l'huile, et vous faites ça, n'est-ce pas, hein? Levez la main si vous faites tout ça. Oui, donc vous êtes très bien au courant du mode d'emploi. Et je voudrais savoir si parmi vous, il y en a qui ont également un ordinateur et qui savent s'occuper de l'ordinateur, qui ne tapent pas dessus avec un marteau ou des choses comme ça. Parce que finalement, si vous avez un ordinateur et que vous en servez, c'est que vous avez le mode d'emploi de votre ordinateur. Vous êtes étonné que je vous pose ces questions-là au début d'une conférence sérieuse. Et je pense que vous avez un téléphone pour la plupart. Levez la main, que je sache, ceux qui ont un téléphone. Et vous vous en occupez bien de votre téléphone, vous savez comment vous en servir. Alors, pourquoi je vous demande tout ça? Eh bien, finalement, c'est pour vous demander, eh bien, combien d'entre vous, combien ont un corps? Allez-y, levez la main, que je sache un peu ceux qui sont incorporés là, par eux-mêmes. Alors, est-ce que vous avez le mode d'emploi de votre corps? Est-ce qu'à la naissance, on vous a donné un feuillet avec une 50aine de pages en vous disant, voilà, tu dois manger ceci, tu dois vivre cela, tu dois rêver tant d'heures et réaliser tes rêves, ou que sais-je. Donc, nous avons une voiture, nous avons le mode d'emploi. Nous achetons un ordinateur, on nous explique où est-ce qu'on doit appuyer, ce qu'on doit faire. Nous avons un téléphone et nous apprenons à le recharger, nous apprenons tout un tas de choses. Et nous avons un corps et nous ne connaissons pas le mode d'emploi de ce corps. Ou bien nous le connaissons, mais ce mode d'emploi, mais parfois un peu tard, un petit peu tard, dans la maturité, ou quand il souffre, ou quand il est malade, ou quand il est déçu ou frustré, on se dit, ah, finalement, j'aurais dû faire ceci avec ce corps, finalement. J'aurais dû l'écouter, j'aurais dû l'aimer, j'aurais dû le respecter, j'aurais dû le soigner. Vous comprenez ce que je veux dire? À la naissance, on ne le sait pas forcément. Voyez, ou à l'enfance, ou à l'adolescence, parfois on a des comportements à risque pour ce corps, de non-respect pour ce corps, et puis, que ce soit d'une façon ou d'une autre, on va le détailler dans un instant, et puis on arrive à 50, 70 ans, ou 130 ans, on se dit, mince, si j'avais su, j'aurais pu le mener peut-être jusqu'à 140 ans, là je suis un peu déçu par ce qui se passe. Donc, c'est l'objet de notre rencontre. C'est également ce qui me passionne, ce qui m'intéresse, ce qui me mobilise professionnellement, c'est quel est le mode d'emploi de notre corps de façon universelle. Okay. Parce que partout, sur tous les climats, eh bien, il y a des lois, il y a des principes biologiques qui sont identiques. J'ai la chance de donner des séminaires en Russie, au Chili, je reviens là des États-Unis, je vais aller en Uruguay bientôt et en Colombie. Donc, et je vois sous toutes les latitudes, eh bien, finalement, qu'il y a quelque chose d'universel et de commun. D'ailleurs, j'espère que tout le monde a laissé son téléphone allumé. Non. Hein? Vous avez éteint? Oui. Quel malheur. Quel malheur. Vous avez acheté un téléphone, vous payez un abonnement, et puis vous l'éteignez. C'est terrible ça, quel gâchis. Parce que s'il y a quelqu'un maintenant qui veut vous dire je t'aime, qui veut vous dire quelque chose d'important, vous allez le négliger, vous n'allez pas savoir que quelqu'un en ce moment pense à vous, et ce quelqu'un veut vous le dire, ou bien il veut vous dire peut-être je souffre, ou j'ai besoin de toi, en tous les cas quelque chose d'essentiel. Je ne parle pas du téléphone naturellement, je parle de votre corps encore une fois. Et notre corps est comme ce téléphone avec un mode d'emploi qui est d'abord l'écoute. Comme le téléphone, vous le laissez connecter, vous le mettez sur vibreur. Sur vibreur, on a juste des sensations d'abord, et d'ailleurs c'est ce que transmet en premier le corps.
lorsqu'il est insatisfait, lorsqu'il a des besoins, lorsqu'il a des souffrances, lorsqu'il vit de l'imprévu, quelque chose qu'il n'avait pas voulu, qu'il n'avait pas anticipé. Eh bien, comme ce téléphone, eh bien, notre corps est connecté à quelque chose de profond, de secret, de caché, d'inconscient. Freud appelait ça l'inconscient. Eh bien, qui est notre état d'être profondément, qui est notre réalité profonde. Notre conscience, grâce au corps, est en contact avec ce qui le fait vivre, avec ce dont il a besoin. Et les signaux du téléphone sont bien le vibreur, les textos, la sonnerie, qui chez le corps vont être les sensations, les émotions, les maladies. Les sensations, les émotions, les maladies. Et c'est bien ce qui nous intéresse ici, c'est de décoder les maladies, de trouver le sens des maladies. D'ailleurs, l'humanité a cette intuition depuis des siècles et des millénaires, eh bien que la maladie parle d'autre chose que de la maladie. La maladie parle d'autre chose que du corps. La maladie n'est qu'un langage, qu'une expression. C'est comme si vous étiez en train de me dire ou de me faire croire que le téléphone a décidé spontanément de sonner. Non, personne ne croit ça. Le téléphone fait ce qu'on lui demande. Si quelqu'un le sollicite, eh bien, il va sonner, il va retentir, il va écrire quelque chose sur notre corps. Eh bien, d'où vient ce quelque chose? C'est là. Eh bien, l'objet du décodage biologique, c'est là également l'intuition de l'humanité. Et pourquoi le Christ, par exemple, s'intéressant aux maladies, aux guérisons, alors qu'il se présente comme étant le Fils de Dieu, ou un prophète pour le moins. Et pourquoi s'intéresse-t-il autant aux aveugles, aux paralytiques, aux lépreux? Est-ce qu'il est venu juste pour faire de la médecine, ou une nouvelle forme de médecine? Bien sûr que non. Déjà, qu'il s'agisse du Christ ou d'autres personnes, eh bien, on a l'intuition que le corps parle d'autre chose. Et Freud en avait d'ailleurs l'intuition, en parlant de la psychosomatique, n'est-ce pas? Tout le monde ici connaît le prénom de Freud. Comment était au fait le prénom de Freud? Non, le vrai prénom. Sigmund, il a pris ce prénom quand il avait 20 ans. Quel est le vrai prénom de Freud? Je sais pas. Sigismund. Que veut dire Mund en allemand? La bouche, exactement. Que veut dire Sigis? C'est une déclinaison du verbe vaincre. Voilà un homme qui s'appelle vaincre par la bouche et qui est mort de quoi au fait? Un cancer de la bouche. Et quelle était la mission de Freud? Qu'est-ce qu'il a inventé? La guérison, vaincre la névrose par la bouche. Donc on voit qu'avec Freud, on est déjà dans la biologie. Il en a le prénom, il en a la mission, il en a la maladie. Bien sûr, son prénom, ce n'est pas là, lui qui l'a choisi. À la naissance, il l'a choisi à 20 ans. Il a raccourci cela pour être proche d'un de ses professeurs qui s'appelait Sigis. Donc, il s'appelle Vaincre par la bouche, ou on l'appelle Vaincre par la bouche. Il invente la psychanalyse, il meurt de cela, suite en tous les cas du cancer de la bouche. Il s'intéresse à la psychosomatique. Il a l'intuition déjà que le corps parle d'autre chose. Mais j'ai parlé du Christ, j'ai parlé d'autres personnes bien avant, que ce soit les chamans. Vous avez mal quelque part, eh bien, ils vont aller communiquer avec les esprits, par exemple. Et la psychosomatique se présente de manière un peu plus cerveau gauche que le chamanisme, qui est davantage sur le cerveau droit, mais avec, en tous les cas, le même objet, qui est la maladie parle d'autre chose. Mais de quoi? Et comment le savoir? Vous savez, au jour d'aujourd'hui, il y a tellement de lectures. Nick de Souzenel qui va utiliser bien la Bible, Martel qui va utiliser différentes choses, ou Odoul qui va utiliser la médecine chinoise, Hay, je ne sais plus son nom, Lise Hay, je crois. Donc il y a beaucoup de lectures du corps, énormément de lectures du corps. Quelqu'un a un problème de fémur, eh bien c'est parce que le père était maçon peut-être, il faisait des murs, alors fémur. Donc on va utiliser le langage des oiseaux, on va utiliser plein d'approches pour... bon sang, bonsoir, se trouver, eh bien, qui me téléphone ce soir? Qui m'envoie sur l'écran de ma conscience, eh bien, ce cancer, cet ulcère?
ce trouble, cette douleur, cette paranoïa, cette mal-être, cette allergie, hein, comment, de façon un peu plus scientifique, objective et efficace, et concrète et tangible, eh bien, identifier qui me téléphone, qui envoie le message de la maladie, puisque nous avons cette intuition, puisque vous êtes là ce soir, eh bien, vous en avez aussi l'intuition et la disponibilité pour cela. Bien, qu'apporte le décodage biologique de particulier, de spécifique, par rapport à tout cet ensemble, hein, ce concert de voix qui s'élèvent en disant, eh bien, la maladie vient de ceci, la maladie vient de cela. Hein, comme jadis, on pensait que, certains pensaient en tout cas que la maladie était une condamnation, une damnation de Dieu, le fruit d'un péché, et puis encore d'autres, ça venait de l'alimentation, ou des métaux lourds, ou des ancêtres, ou des choses comme ça. Donc, chacun y bat de sa chansonnette. Eh bien, décodage biologique, quelle est son observation depuis 25 ans, quelle est sa pratique? Eh bien, c'est que l'être humain vit des expériences émotionnelles. Chaque approche thérapeutique a cette perception du vivant. Par exemple, l'énergétique chinoise a l'observation, eh bien, et la croyance que nous sommes énergie. Et donc, la maladie est un dérèglement de cette énergie. Et donc le traitement par l'acupuncture, la mora et autre chose, ou l'alimentation, eh bien, va rétablir cette énergie. L'allopathie pense que l'être humain est chimie. Donc, un problème de santé vient d'un problème chimique. Alors on va donner des traitements chimiques qui vont redonner la santé. Le transgénérationnel pense que l'être humain est simplement, eh bien, le fruit de mémoire ancestrale. Le prolongement d'une histoire, de mémoire, de drames ancestraux. Alors, s'il y a une maladie, eh bien, ça vient des ancêtres. Alors, il va falloir aller soigner les ancêtres pour guérir l'aujourd'hui du symptôme. Et les vies antérieures ont d'autres croyances, l'ostéopathie, l'homéopathie ont d'autres croyances. Pour l'homéopathie, tout est dynamisme, hein, tout est mouvement. Donc, si j'ai un problème de santé, il y a eu un blocage de ce dynamisme. Alors, je vais traiter la personne en agissant sur ce dynamisme. Bien, le décodage biologique a la présupposition, hein, la croyance, le paradigme, hein, le système de pensée suivant, eh bien, que nous sommes des esprits venus dans un corps pour vivre des expériences émotionnelles. Hein, nous sommes ici, en tous les cas, et nous sommes condamnés à vivre des moments présents. Nous ne pouvons pas vivre des concepts, nous ne pouvons pas vivre des pensées ou des approximations. Nous ne pouvons pas faire autre chose que vivre des moments présents, des instants. Et durant ces instants, ces moments présents que nous vivons là, en ce moment même, eh bien, notre biologie veut satisfaire ses besoins. Nous vivons des moments présents. Nous voulons satisfaire dans le moment présent des besoins biologiques pour faire continuer à vivre, comme manger, boire, dormir, avoir des repères, marquer les limites de ces repères, avoir de la valeur, avoir une famille, etc., etc. Donc le corps a ses besoins biologiques. Et il veut les satisfaire d'instant après instant. Et il y a certains moments, eh bien, un besoin biologique ne peut pas être satisfait. Par exemple, mon besoin de nourriture ne peut pas être satisfait parce que voilà, j'ai perdu mon travail, je n'ai plus d'argent. C'est pas psychanalytique, c'est pas psychologique, c'est pas symbolique, hein, c'est concret, c'est réel. Okay, hein, comme l'animal, voilà, c'est le début de l'hiver, ou l'ours, c'est l'automne, comme en ce moment, eh bien, il sait qu'il va y avoir famine, carence, hein, pendant l'hiver. Donc, il va manger, et ainsi, eh bien, grossir, perdre du gras et pouvoir hiberner. C'est pas mental, c'est pas conceptuel, c'est biologique pour sa survie. Eh bien, l'être humain est d'abord biologique, organique, archaïque. Et donc, nous sommes sur Terre pour vivre nos expériences émotionnelles et satisfaire nos besoins biologiques pour ainsi continuer à vivre. Et c'est là-dessus que s'appuie le décodage biologique de manière concrète, tangible, je dirais presque scientifique, en complément avec la médecine, hein, puisque il est évident que le thérapeute en décodage biologique n'est pas un petit médecin, ne remplace pas la médecine, au contraire, il lui est complémentaire, et il s'agit de travailler en équipe, bien sûr, et cela va sans dire.
Donc, qu'est-ce que ça veut dire s'appuyer sur la biologie? La maladie d'un organe s'appuie sur la fonction de l'organe. Bien, cela veut dire la chose suivante, c'est que la maladie est une solution d'adaptation. La maladie va être une opportunité supplémentaire d'adaptation à ce qui se passe. Donc ça, c'est un nouveau paradigme, c'est une nouvelle façon de penser, c'est un nouveau système de croyance, alors que dans la plupart des systèmes de croyance, la plupart du temps, c'est la maladie, c'est méchant. Donc il faut, comme faisait Simonton, dans ses visualisations pour le cancer, eh bien, on imaginait des petits soldats et puis avec des mitraillettes qui tiraient sur les méchantes cellules cancéreuses, par exemple. Donc, je respecte cet homme qui a aidé beaucoup de personnes et à travers donc ce langage métaphorique. Mais ce n'est pas simplement le paradigme du décodage biologique. Pour le décodage biologique, eh bien, tout symptôme, quel qu'il soit, sans exception, est une adaptation à un moment qui n'est plus là. Une maladie, dans ce paradigme, eh bien, est une opportunité, est une chance, est positif en relation avec un moment qui n'est plus là. Et comment retrouver ce moment qui n'est plus là? En allant voir à quoi m'est utile ce symptôme. Je me rappelle de ce patient, puisque ce dont je vous parle, ça s'appuie sur l'observation et non pas sur l'abstraction, ou la pensée ou le mental, qui peut inventer toutes choses. Eh bien, je pense à un patient qui a un accident, qui rentre dans le coma, et lorsqu'il sort du coma, il n'entend plus rien, à part parfois des bruits de porte, des bruits mécaniques. Mais il n'entend plus les voix humaines. Et qu'est-ce qui se passe pendant le coma? Eh bien, il y a certains sens qui ne peuvent pas être fermés, tels que l'odorat et l'audition. On ferme les yeux, donc dans le coma, on ne voit plus rien, mais on ne peut pas s'empêcher d'entendre ou de sentir les odeurs. Eh bien, pendant le coma, il y a la maîtresse de cet homme qui vient le visiter parce qu'elle l'aime et puis elle est en souci. Et quelques heures après, arrive l'épouse de cet homme qui a entendu parler de cette maîtresse, qui la rencontre pour la première fois et qui se détestent toutes les deux cordialement et qui hurlent. Et puis, quelques minutes plus tard, arrive la mère de cet homme qui déteste et la femme et la maîtresse. Donc tout ça se passe à Marseille, dans une clinique. Et ça hurle et ça crie. Et cet homme, lorsqu'il se réveille de son coma, à l'entrée, il entend, à la sortie, il n'entend plus rien. Et lorsqu'on a reconstruit l'histoire, il aime chacune de ces femmes de façon différente. Il aime sa maîtresse avec son corps, sa femme avec son cœur, et puis sa mère avec gratitude. Mais en tous les cas, il souffre que les femmes qu'il aime ne soient, malheureuses à cause de lui, se sentent coupables. Alors la maladie est une solution. Lorsque je n'entends plus, la maladie est une solution. Si seulement je n'avais pas entendu, eh bien, ces femmes hurlaient, à ce moment-là, je ne sentirais pas la culpabilité d'avoir créé du malheur chez elles. Et retrouver ce moment-là eh bien, va libérer de la santé, de la conscience, de l'énergie et de l'adaptation au monde extérieur. Un autre homme vient me voir car il se lève la nuit pour aller pisser depuis 25 ans. Et je demande à cet homme, m'appuyant toujours sur la fonction biologique de chaque organe, donc l'oreille ayant un sens biologique, vient d'attraper les informations auditives, eh bien cet homme, pour la vessie masculine, eh bien, c'est de marquer les limites du territoire. Marquer les limites du territoire. On observe cela chez la plupart des animaux, dans la savane par exemple, eh bien, on voit les léopards le matin qui se lèvent, qui vont pisser tout autour de leur territoire. Là-dessus arrive la hyène qui pisse aux mêmes endroits et le léopard obligé de refaire un petit tour comme ça et de mettre un petit coup d'urine par-dessus. Donc pour marquer ses bornes, ses limites, passer ces limites-là, tu es chez moi. C'est mon territoire de chasse. On voit ça chez les chats, chez les chiens également. Eh bien, quand je demande à cet homme qu'est-ce qui s'est passé il y a 25 ans de cela, eh bien, il me dit rien. Vous savez, il ne s'est jamais rien passé chez les gens, quand on s'arrête à la surface des choses. Et puis, j'ai un petit peu l'habitude, donc je demande à cet homme, quand il ne se passe rien, qu'est-ce qu'il se passe? Il me dit, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, j'ai déménagé. Bon, tu déménages souvent, puisque tu me dis qu'il ne se passe rien. Il me dit, non, je suis toujours au même endroit depuis 25 ans. Alors, qu'est-ce qu'il y a de particulier? Et je raconte cette histoire, cette métaphore animalière,
dans le sens biologique de l'organisation des animaux entre eux. Et là, il trouve immédiatement. La thérapie ne va pas durer 7 ans ou 1 an ou 2 heures, mais va durer un quart d'heure pour trouver, en tous les cas, le sens biologique de cette maladie. Eh bien, il me dit, oui, depuis 25 ans, depuis que je suis dans cet appartement, j'ai un voisin au-dessus de chez moi, ce qui n'était pas le cas précédemment. Et ce voisin, eh bien, toutes les nuits, il met un morceau de tango, il danse avec sa femme, le tango, et puis il se recouche. Et moi, j'ai l'impression qu'il passe les bornes. J'ai l'impression qu'il danse dans ma chambre. Je ne suis pas tellement sûr ou convaincu que ça soit pour danser le tango, mais ça serait un autre thème de soirée. Mais quoi qu'il en soit, son ressenti, c'est qu'il dépasse les bornes. Il empiète dans mon territoire. Et qui est le sens donc de la miction, de l'urine. Je informe l'autre que là, tu dépasses les bornes et que tu es chez moi. On est dans une intelligence émotionnelle. On est dans une intelligence biologique. Pas du tout rationnelle. De se lever la nuit pour aller pisser aux toilettes, parce qu'il est quand même bien éduqué, il ne va pas pisser autour de son lit, ne sert à rien, n'est pas efficace. Mais on n'est pas dans l'intelligence mentale ou rationnelle. Si vous essayez d'être intelligent, à ce moment-là, eh bien, vous faites fausse route. C'est pas là que ça se passe. C'est pas là que ça se passe. Un petit peu comme l'enfant qui casse tout dans la maison pour attirer l'attention et qui est encore davantage grondé. Mais ça, c'est contre-productif. Mais voilà, à l'intérieur de lui, c'est la seule façon qu'il a trouvé pour attirer l'attention. On est dans l'immédiateté de l'émotionnel. C'est important d'entendre ces deux logiques-là, de sentir cela. Ce patient revient 2 semaines plus tard, et puis il me dit, vraiment, je ne vous ai pas cru, je veux dire, c'est tellement simple, depuis 25 ans, ce que vous me racontez, ça m'a fait de l'émotion, j'ai ressenti quelque chose avec cette histoire du voisin. Mais c'est trop simple, c'est trop facile. Mais la nuit suivante, je ne me suis pas levé pour aller pisser. La nuit d'après, je ne me suis pas levé non plus pour aller pisser. Alors, j'étais tellement étonné, voire agacé, que ça soit si simple, parce que certains Français, eh bien, il faut que ça soit compliqué, que ça soit mental, que ça soit élaboré. Ils ont du mal avec l'immédiateté, la simplicité, certaines personnes. Il faut que ça soit construit, il faut que ça soit machin. Donc, il fait que le 3e soir, il a bu un verre d'eau, en disant « Ah, comme ça, je vais bien me lever. » Et puis, il a bu un 2e verre d'eau. Et puis, il s'est dit « Tiens, tant qu'à faire, je vais en boire un 3e. » Et il s'est couché. Il dit « Ah, on va bien voir si M. Flech, là, ça marche son truc. » Il s'est simplement levé le lendemain matin avec une vessie comme ça. Mais il ne s'est pas levé la nuit puisqu'il n'a plus le programme biologique. Il n'a plus la nécessité. Donc, il n'y a aucun sens de marquer les limites du territoire, puisque cela est monté à sa conscience, c'est-à-dire à changer de support. Ce n'est plus le support de son corps, c'est le support de son émotion consciente. Donc il s'est simplement levé le matin avec une vessie rebondie. Donc, la particularité du décodage biologique, eh bien, c'est de s'appuyer sur la fonction de la maladie. Et pour trouver la fonction de la maladie, c'est vraiment s'appuyer sur la fonction de l'organe et sur l'utilité de la maladie. À quoi ça sert? Quel est ce plus par rapport à ça? Donc, nous en sommes au mode d'emploi, au fond, du vivant. Nous connaissons celui de l'ordinateur, nous connaissons celui de la voiture, du téléphone ou de l'aspirateur, mais connaître celui du corps, comment ça marche, eh bien, il semblerait que dans ce mode d'emploi, première chose, c'est vraiment d'écouter. Voilà, j'écoute. J'écoute ce qui vient à l'intérieur de moi. Car le corps, il parle. Le corps, il parle, il s'exprime, il ne sait faire que ça. L'inconscient ne peut pas ne pas s'exprimer. L'inconscient ne peut pas ne pas s'exprimer. Il ne fait que ça. Vous écrivez, certains écrivent, voilà, en ce moment, vous écrivez à la main, vous le montrez à une graphologue, elle va vous raconter des tranches de votre personnalité. Voyez, certains vont décoder la façon de s'habiller, les rêves. Freud ou Jung faisaient cela. Donc l'inconscient s'exprime à travers votre façon d'écrire, à travers vos rêves, votre façon de marcher, et bien évidemment donc les maladies. L'inconscient ne peut pas ne pas s'exprimer, mais le conscient peut ne pas l'écouter. C'est ce que disait Victor Hugo il y a bien longtemps, il disait quel dommage. La nature s'exprime sans cesse et
si peu de personnes est capable de l'entendre, de l'écouter. Donc, premier principe, il semblerait bien de développer notre écoute, puisque statistiquement parlant, nous avons 2 fois plus d'oreilles que de bouche. Alors c'est peut-être pour écouter 2 fois plus que parler. Peut-être que c'est ce que Dieu a voulu. D'ailleurs, Dieu était la parole, c'est écrit quelque chose comme ça, peut-être. Si je me rappelle du prologue de l'évangile de Jean, et un commencement était la parole. Mais il y a eu un oubli, sans doute dans la transcription, c'est au début était la parole et les oreilles, parce que si quelqu'un parle et que personne n'écoute, c'est un petit peu dommage. Donc c'est ce qui se passe avec notre corps, avec notre inconscient. L'inconscient ne peut pas ne pas s'exprimer, mais nous pouvons ne pas l'écouter ou l'écouter de travers. Donc il s'exprime premièrement par le vibreur du téléphone, par la sensation. Sensation de faim, de soif. Et comme j'ai dit, eh bien, nous vivons des instants et nous voulons satisfaire nos instants, nos besoins à chaque instant, marquer les limites du territoire, attraper de la nourriture, etc., avoir des repères. Et tout cela est en lien avec des organes. Les repères, eh bien, ça va être le rein, marquer les limites du territoire, la vessie, stocker la nourriture, eh bien, ça va être le foie, trouver des solutions avec le cerveau, se protéger de l'extérieur avec le derme, être en contact avec l'épiderme, vivre avec les poumons, la famille avec le sang, etc., etc. Donc, chaque organe, chaque partie du corps est reliée à des valeurs, reliée à des besoins. Et nous voulons satisfaire tous ces besoins. Et lorsque cela n'est pas possible, eh bien, apparaît la maladie qui va être la solution d'adaptation. La surcompensation. On m'a crié dessus, j'entends plus, par exemple. On empiète dans le territoire, eh bien, je vais marquer des limites. Arrive l'hiver, je ne sais plus de quoi manger, eh bien, arrive le gras, arrive le cancer du foie qui va permettre de stocker du glycogène. Donc, quand arrive une insatisfaction, eh bien, le premier langage, eh bien, ça va être la sensation. Qu'est-ce que c'est qu'une sensation dans le corps? Une brûlure à l'estomac, une tension quelque part, un nœud à la gorge, des tremblements dans les jambes, du chaud, du froid. Tout ça, c'est des sensations. Seul vous-même êtes conscient de ça. La sensation que vous avez, personne ne le voit à l'extérieur. La sensation, c'est donc le langage de votre inconscient, c'est-à-dire de votre biologie. Un inconscient est biologique. Je n'ai pas trop insisté quand j'ai parlé de Freud, mais l'inconscient n'est pas psychique. L'inconscient, il est biologique. C'est l'ensemble de nos besoins biologiques satisfaits ou non. L'inconscient est biologique. Il est dans notre corps, à l'intérieur de nos cellules. Il n'est pas à côté, tout se passe à l'intérieur. Même si l'information peut se transmettre, on le voit avec des constellations familiales, par exemple. Eh bien, l'inconscient, les besoins, mes demandes, elles sont à l'intérieur de moi. Et puis, quelque chose n'est pas satisfait. Je suis bébé, et puis maman s'en va au travail, et j'ai besoin de son contact, de sa présence, qui veut dire eh bien, que je suis important, que j'ai de la valeur, que je vais survivre. Un bébé tout seul n'existe pas. Il meurt. Un bébé seul est un bébé mort. Il est en contact avec sa maman. Il est contre la peau de sa maman, contre la chaleur, contre la peau contre peau. Donc là, il est vivant. Là, il survit. Et donc, si maman s'en va, eh bien là, c'est la peau qui va s'exprimer. Il va avoir de l'eczéma. Il va chercher ce contact. Il va serrer sa peau pour creuser ce contact. Et puis, s'il est abandonné, si vraiment il sent une espèce de vide, d'absence, de choses comme ça, eh bien, à ce moment-là, il manque du poids, de la présence de maman. Et là arrive justement l'obésité et le surpoids. Donc, je vais vous donner un autre exemple pour le surpoids, pour que vous saisissiez l'aspect concret de ce dont je parle. C'est une patiente qui vient et qui, en 1 an, a pris 22 kilos. 22 kilos. Et elle a fait également démarrer un cancer du sein gauche. Mais elle ne s'est pas écoutée. Elle n'a pas écouté ses sensations. Elle n'a pas écouté ses émotions. Elle a caché tout cela. Elle n'a pas respecté cette première observation du mode d'emploi de notre corps qui est « écoute-toi toi-même ». Va à l'intérieur de toi, il y a quelqu'un, il y a toi, il y a tes besoins. Et elle n'a pas fait ça. Et qu'est-ce qui s'est passé il y a 1 an, lorsque tout ça a démarré? Eh bien, c'est la mort de son fils. Quel âge a son fils? Il a 22 ans. Elle a du mal, elle n'arrive pas à faire le deuil de cet enfant, d'autant plus que c'est le frère jumeau de celui-ci qui lui annonce la mort de jumeau au milieu de la nuit, donc à 22 ans. Et
elle n'aura plus cet enfant avec qui elle a passé 22 années, elle n'aura plus sa présence, son poids, sa chaleur, sa substance, j'allais dire, près d'elle. Donc sa biologie va mentir, va la leurrer, hein, va rajouter ces 22 kilos à l'intérieur d'elle, hein, puisqu'elle ne fait pas le deuil, donc elle aura toujours à l'intérieur de son corps jusqu'à cette première consultation, puisque le décodage est une thérapie brève, complémentaire à la médecine. Et elle va perdre donc en quelques semaines les 22 kilos. Et également le cancer du sein gauche, eh bien, d'après le chirurgien, puisque je l'ai dit et je le répète, les gens suivent leur traitement, eh bien, ne sera jamais opéré de ce cancer qui semblerait a disparu chez elle. Donc le corps exprime d'abord par des sensations. Il est évident, quand son fils lui annonce ce décès, eh bien, il y a des sensations. Il y a un vide, il y a une absence, il y a une douleur. Et puis, il y a une émotion. Une émotion, qu'est-ce que c'est? C'est plus fort, l'émotion. La sensation, il n'y a que moi qui le sais, hein, ce dont j'ai besoin et qui n'est pas satisfait. L'émotion, c'est un langage supplémentaire, c'est le texto, hein, de mon téléphone. C'est plus élaboré. Tout le monde sait que cette personne est triste. Même si c'est un Chinois, j'allais dire un Chilien, un Américain, un Esquimau, eh bien, ou j'allais dire même un animal, parfois, on peut percevoir l'émotion sur le visage, eh bien, d'un tigre qui est furieux, ou d'une lionne qui est tendre avec ses petits, ou d'une chienne, ou d'un cheval. On peut percevoir ou interpréter peut-être les émotions chez nos cousins les animaux. En tout cas, entre nous, quelle que soit l'origine, eh bien, on sait ce que ressent l'autre. On connaît ses émotions. Alors que la sensation, on ne sait pas. Sensation, langage de moi à moi. Je m'informe, eh bien, que ça ne va pas, quoi. Il y a quelque chose qui me contrarie, et j'écoute pas ça. Je néglige cela. Hein, parce que notre société moderne, c'est sois fort. Sois fort, sois mental, pense, mais ne t'écoute pas tes émotions. Fais tes devoirs, on verra plus tard, etc. Médite. Fais du zen, médite ou autre chose. Bien sûr, tout ça est magnifique. Hein, je n'ai rien contre cela. Mais j'en parle lorsqu'il s'agit de déni, d'une espèce de négligence vis-à-vis de soi-même, de fuite d'écran pour ne pas aller à la rencontre de soi, qui n'était pas, à mon avis, la démarche du Bouddha en particulier. Donc, la sensation, c'est moi vis-à-vis de moi. Qu'est-ce qui se passe en moi? Est-ce que je l'écoute? Pas tellement. Il faut que je sois fort, il faut que je sois intelligent, il faut que je sois productif. Tout ça, c'est pour les enfants, les émotions, pour les filles, hein, par exemple. Les hommes sont blindés plus que les femmes, assez souvent. Et donc, si j'écoute pas cette sensation, comme le bébé qui se tord de faim, ou de sommeil, ou de caca dans la culotte sur son lit, eh bien, arrive l'émotion. Si je n'écoute pas ma sensation, si je ne satisfais pas ce besoin, j'ai soif, je bois, mais si je ne bois pas, eh bien, arrive l'émotion. Je suis frustré, je suis malheureux, je suis vraiment énervé ou autre chose. J'ai faim, si je ne satisfais pas cela, si je n'écoute pas cela, si je ne comble pas ce besoin d'appétit, eh bien, peut arriver là aussi eh bien, une émotion de rage, de frustration, etc., selon la structure biologique des uns et des autres. Comme pour Freud, sa structure biologique était évidemment auditive et orale. Donc, j'écoute pas mon besoin, arrive l'émotion. Deuxième langage, le mégaphone, c'est je suis triste, désespéré, désemparé, anéanti, enragé, etc., etc. Donc arrive l'émotion qui s'appuie sur un besoin biologique. L'émotion, c'est la trace consciente d'un besoin biologique non satisfait. L'émotion, c'est pas une abstraction, c'est concret. Hein. L'émotion, c'est la trace consciente d'un besoin biologique non satisfait. Hein. Chaque émotion est reliée à un organe spécifique, au besoin non satisfait d'un organe spécifique. Et l'autre le sait. Donc, l'émotion, en plus de cela, c'est la demande à l'autre de satisfaire ce besoin. Je n'ai pas pu le satisfaire moi-même. Je suis un bébé, je ne peux pas changer ma culotte. Je suis un bébé, je ne peux pas aller me réchauffer mon biberon, hein, me faire des nouilles. Donc, je transmets à l'autre, par l'émotion, l'information que quelque chose ne va pas à l'intérieur de moi. Hein, je suis contrarié, je suis mal, le visage tendu, etc. Donc, je transmets à l'autre pour que l'autre satisfasse ce besoin. Pour que maman me donne le sein, le biberon, change la couche. Soit à l'écoute de ce besoin biologique. Et ainsi, après, je me détends comme l'homme qui est un peu contrarié, là, dans le canapé. Alors, la femme, elle décode également
le mari, après avoir décodé le bébé, donc elle va, si elle est OK, et c'est son besoin également, eh bien, préparer le repas, ou ceci ou cela, et inversement, la femme va être écoutée par le mari également dans ses émotions, dans ses besoins, et qu'elle transmet. L'émotion que je transmets à l'autre, eh bien, ça ne va pas à l'intérieur de moi. Et il y a une palette d'émotions limitée. Nous avons une palette d'émotions limitée. Pourquoi limitée? Parce que nous avons un ensemble d'organes limités. Et chaque émotion s'appuie sur l'organe. Ça veut dire que les poissons, les oiseaux ont d'autres besoins biologiques, puisqu'ils ont d'autres organes, donc d'autres expressions de cela. Comme la femme et l'homme ont des organes communs, des organes différents, donc des émotions communes et des émotions différentes. Donc, avec l'importance d'entendre et respecter cela. Ou pas. Donc, si je n'ai pas exprimé clairement mon émotion, s'il n'est pas satisfaite, cette émotion, eh bien arrive le troisième langage, la sonnerie de téléphone. Eh bien, plus élaboré, cette sonnerie, c'est le symptôme, c'est la maladie. Et là, c'est l'adaptation ultime. Voilà, je m'adapte au monde extérieur. On m'a crié dessus, je suis sourd. J'ai plus de travail, j'ai plus de quoi manger, eh bien je fais une tumeur du foie. J'ai eu peur de mourir en plongée sous-marine ou dans l'ascenseur, eh bien je vais faire un cancer des poumons. Je me suis senti dévalorisé de manière affective, ça va être l'écoute. Si c'est par les ascendants, l'écoute du haut, par les enfants, l'écoute du bas, etc., etc. Donc, chaque organe, chaque partie d'organe va être reliée à un instant précis. Et pour trouver ce moment précis dans la vie, eh bien, je vais passer par le sens biologique, tel que les exemples que je donne petit à petit. Donc, la vessie, marquer le territoire, monsieur, depuis 25 ans, eh bien, racontez-moi, quelqu'un qui a empiété dans votre territoire, eh bien, en 30 secondes, il trouve cela. OK ? Eh bien, ou le bébé, madame, ce bébé qui fait de l'eczéma depuis 3 mois, eh bien, parlez-moi de lui, qu'est-ce qui s'est passé à 3 mois en termes de perte de contact, de séparation, etc. Bah oui, c'est exactement là où j'ai repris le travail, par exemple. Okay, donc, où l'enfant qui a de la fièvre, eh bien, je pense à un cas où la maman part le lundi travailler à Paris, le bébé démarre la fièvre le lundi. Le vendredi, la maman téléphone en disant « Ah, mon petit chéri, je serai là ce soir. » La fièvre s'en va. Il manque la chaleur de maman. Ce n'est pas le contact physique, c'est la chaleur pour lui, car nous avons des structures différentes. Donc, si je n'ai pas la chaleur de maman, je vais piéger, mentir, leurrer ma biologie en fabriquant moi-même de la chaleur. Et comme ça, eh bien, j'ai enfin cette sensation de chaleur. Je suis important, je suis là, je crée moi-même la chaleur de maman, jusqu'à ce que, eh bien, à nouveau, elle soit là, à l'extérieur, et là, je n'en ai plus besoin. La maladie n'a plus son sens, n'a plus son utilité. Donc, première loi, premier principe, première observation, eh bien, écoute-toi. Écoute ton corps, je crois que c'est Lise Bourbeau qui dit ça comme ça. Effectivement, mais plus précisément, écoute tes sensations, écoute tes émotions. C'est l'objet du livre dernier que j'ai écrit, là, avec Gérard, Cris et murmures du corps, c'est être à l'écoute des prodromes. En médecine, on parle des prodromes, qui sont avant les syndromes, avant les symptômes, avant les maladies, il y a un prodrome. C'est-à-dire qu'avant un cancer, il y a eu des petites choses. Le médecin a cette connaissance et va interroger le patient. Est-ce que vous avez commencé, dites-moi, quand vous mangez de la tête de veau à la vinaigrette, est-ce que ça vous gratouille ou est-ce que ça vous chatouille? On le sait quand même. Donc, eh bien, le paysan va répondre au docteur Knock eh bien, que ça le gratouille. Alors, il pense à ce moment-là que c'est sérieux. Donc, il y a ces syndromes. Et avant, il y a les prodromes. Donc, avant un infarctus, il y a eu des sensations dans l'épaule gauche, il y a eu un amaigrissement, il y a eu des sensations péricardiaques, il y a eu des troubles du sommeil. Et on néglige cela, ces sensations, ces émotions, ces prodromes qui sont aussi comportementales. On est irascible, par exemple, on se lève plus tôt le matin ou plus tard, donc il y a quelque chose qui change. On peut être à l'écoute de soi. C'est-à-dire, être à l'écoute de soi, ce n'est pas être égocentrique, ce n'est pas être narcissique, parce qu'être narcissique, égocentrique, ce n'est pas s'écouter soi, c'est être chez l'autre. C'est qu'est-ce que l'autre pense de moi. Donc le narcissique ne s'écoute pas, ne se connaît même pas. Il connaît un personnage qu'il crée et qu'il veut que ce personnage se trouve chez l'autre.
Là, il s'agit vraiment d'une sainte, je dirais, orientation soi-même. Hein, lorsque je cite l'Évangile, je ne sais pas pourquoi je cite ce soir autant l'Évangile, mais quand le Christ dit « aime le prochain comme toi-même hein, », c'est pas être narcissique que s'aimer soi-même dans cette proposition, cette invitation sacrée. Donc là, c'est ne soyez pas égoïste, soyez en amour avec vous, c'est-à-dire mettez de l'ordre dans votre vie, puisque vous êtes l'unique personne à qui, je l'ai dit, vous allez passer, et vous passez d'ailleurs chaque instant, chaque minute, chaque émotion de votre vie. Alors, si vous cultivez cette émotion saine, de santé, c'est-à-dire réellement dans la rencontre avec vous, non pas avec le personnage, hein, qui ne nous intéresse pas. Donc ça, c'est un autre bouquin qui est « Le monde extérieur n'existe pas hein ». Donc l'identification, hein, celle du narcissique. Donc c'est l'être, vraiment qui je suis, au fond. C'est celui que j'écoute, hein, les besoins de celui-là. Et à ce moment-là, il y a changement, à ce moment-là, il y a prévention. À ce moment-là, il y a prévention. Hein. Donc j'écoute mes sensations au fur et à mesure, j'écoute mes émotions, parce que je n'ai pas écouté mes sensations, j'écoute ce qui commence à être un peu des maladies, qui sont des prodromes, qui sont un peu de la diarrhée, de l'insomnie, des choses comme ça. Et là, facilement, je retrouve, tiens, qu'est-ce qui s'est passé là, il y a quelques heures, il y a quelques jours. Ça sera plus difficile quand la maladie sera là, hein, quelques mois plus tard, de reconstruire, de dire, tiens, qu'est-ce qui s'est passé à telle date et à telle heure. Donc, c'est une espèce d'hygiène. Hein, on se lave les dents 3 fois par jour, et bien là, on peut vraiment s'écouter ainsi. Hein. C'est aussi important, je crois, que se laver les dents. D'ailleurs, il y a, quand j'étais en Argentine, là, il y a quelques mois, eh bien, il y a un État d'Argentine qui a rendu obligatoire l'éducation émotionnelle chez les enfants à l'école. Tous les enfants eh bien, ont ce cours d'éducation émotionnelle, de connaissance de soi, qui me semble être aussi important que de connaître les mathématiques ou d'autres choses. Bien, donc première chose. Deuxième chose qui va de concert avec cela, avec l'écoute de soi, eh bien, là, c'est le monde extérieur, n'existe pas. Ça veut dire le monde extérieur est innocent. Pourquoi ? Eh bien, le monde extérieur est le même pour tout le monde. Le chef d'État est le même pour tout le monde. Il y en a qui sont contents, d'autres qui ne le sont pas, et d'autres qui s'en foutent royalement, que ce soit Macron ou un autre. Pourtant, c'est la même, apparemment, réalité, mais de quelle réalité parlons-nous hein ? Nous parlons de notre réalité subjective, personnelle. 10 personnes perdent leur travail, eh bien, certains vont le vivre mal, d'autres neutres, d'autres vont le vivre bien. Dans ceux qui vont le vivre mal, eh bien, ça va être complètement personnel. Hein. Certains se sentiront dévalorisés de perdre leur travail, certains seront tristes, certains seront en colère. Eh bien, ça me fait penser à une patiente, il y a bien longtemps. Et cette femme, veuve et sans enfant, avait un chien. Elle avait sa villa. Et tous les après-midi, après le repas, eh bien, elle sortait avec son petit chien. Et là, elle longeait la route, petite route départementale. Elle faisait un petit tour, elle se dégourdissait les jambes, et puis elle sortait le chien, et puis après elle revenait à la maison. C'était rituel, c'était habituel. Et un jour, apparemment comme les autres, eh bien, elle entend avec ses oreilles une voiture qui se rapproche, qui passe à côté d'elle. Elle aperçoit rapidement cette automobile qui écrase son chien, qui s'en va, qui s'éloigne, et elle est là, avec sa laisse, et une tache de sang, avec du poil qui est là. Et à cet instant, qu'est-ce que ressent cette femme, à votre avis ? Je vous écoute. Alors, parlez un petit peu fort. Profonde tristesse. Tristesse. Désespoir. Comment ? Désespoir. Le désespoir, peut-être. Tristesse, désespoir. Quoi d'autre pour les autres ? Démunis. De la colère. Colère. Quoi d'autre ? Sidéré. Comment ? La personne elle peut être sidérée. Sidéré, excellent. Quoi d'autre ? Culpabilité. Culpabilité, très bien. De la justice. Injustice. Trauma, un traumatisme. Comment ? Un traumatisme. C'est non spécifique le traumatisme. Quand traumatisme, c'est général, mais quel est le ressenti, l'émotion biologique ? Choc. C'est non spécifique aussi. Non plus. Elle est traumatisée, elle est choquée, hein, d'après toi. Et voilà, on a entendu culpabilité, désespoir, colère, tristesse.
Ça, c'est des émotions, ce sont des ressentis. Ok. Autre chose? Qu'est-ce qu'elle peut ressentir d'autre? Amour. Dégoût. Dégoût. Dégoût, excellent. Bien, donc, mémorisez ce que vous venez d'exprimer, chacune et chacun, et de différents. Hein, culpabilité, colère, tristesse, c'est différent ce que vous avez dit. Pourtant, on comprend ce qu'ont dit les autres. Ah, ok, moi je ressens du dégoût, mais je sais ce qu'est la colère. Donc il y a quelques émotions qui sont universelles. Moi, j'ai pas ressenti de colère, j'ai ressenti de la tristesse. Mais voilà, je sais ce qu'est le dégoût ou la colère. Donc, on comprend, on peut ressentir, on peut savoir ce dont parle l'autre, mais moi, c'est autre chose. Donc, il y a des réponses différentes. Première observation. Deuxième observation, eh bien, qui a ressenti de la colère, du dégoût? Est-ce que c'est cette femme dont je suis en train de parler? De qui? Je vais être encore plus clair et plus incisif. De qui me parlez-vous? Vous me parlez de vous, si vous aviez vécu cette expérience, n'est-ce pas? Vous parlez non seulement de vous, mais quand je dis de vous, de quoi s'agit-il? Quelle confusion je fais quand je dis vous me parlez de vous? Vous me parlez de votre histoire. Et nous avons des histoires différentes. Nous faisons beaucoup de confusion entre notre être et notre histoire. J'en parlerai peut-être un petit peu plus en avant. Donc, votre histoire fait que les uns ont ressenti du dégoût, les autres ont ressenti de la colère, l'autre a ressenti de la tristesse, il dit tiens, c'est curieux, pourquoi il ressent de la colère? Ben non, je ne suis pas en colère, je suis triste, c'est mon animal, c'est mon chien. Non, moi je ne suis pas triste, je me sens coupable. C'est quand même moi qui l'ai sorti, cet animal, etc., etc. Donc, vous ne parlez pas de cette femme, vous parlez de vous, puisque cette femme, elle a hurlé de joie. Vous n'aviez pas idée le fric qu'elle mettait dans la nourriture de cette bestiace. Et le vétérinaire, le poil l'était sur le canapé, enfin c'était une horreur, quoi, cet animal. Et puis c'est partout. En plus, l'hiver, elle sentait l'urine, enfin c'était juste terrible. Et là, elle a béni cet automobiliste. Elle a couru à l'église, elle lui a mis un cierge, elle dit vraiment, Seigneur, c'est toi qui m'as envoyé. C'est magnifique, c'est magnifique. Ok. Donc, il y a projection. Le monde extérieur n'existe pas. Ce que je raconte n'est pas à l'extérieur. Vous ne parlez que de vous. Cela est à l'intérieur de vous. Le monde extérieur est innocent. Pourquoi est-ce que j'insiste là-dessus? Parce que si le monde extérieur est responsable de notre malheur, ne faites pas de psychothérapie. Faites de la politique. Faites de la politique. Et pourquoi pas? C'est nécessaire, la politique. Mais je vais voir à l'extérieur, je vais changer le monde extérieur pour me sentir mieux. Pour les enfants, pour l'évolution, l'écologie ou d'autres valeurs, peu importe. Mais ce n'est pas notre propos ce soir. Notre propos, c'est moi qui ressens de la colère, de la tristesse. Donc certes, je peux aller voir le maire du village, c'était à Autolonnais, à côté d'Aix-en-Provence, cette histoire. Donc je peux mettre des ralentisseurs. D'ailleurs, il y a des ralentisseurs maintenant devant la mairie, juste au départ de cette route-là, où je peux également mettre des clous, comme ça, sur la route. Enfin, je peux agir sur le monde extérieur. Mais à ce moment-là, je n'ai rien réglé. Je n'ai rien réglé. Je ne suis pas allé à la rencontre de celle et celui qui éprouve cela, qui vit cela. Et votre voisine, votre voisin, c'est autre chose. Donc, si je ne me responsabilise pas dans mon ressenti, je suis une victime et je dois changer le monde extérieur. Et là, il n'y a pas d'évolution. La conscience, eh bien, n'a pas saisi ce drame pour évoluer. Un drame est là pour évoluer. On ne peut évoluer qu'à travers donc, des expériences dramatiques. Que veut dire dramatique? Quelle est l'étymologie de dramatique? Quelqu'un sait? Qu'est-ce qu'un dramaturge? C'est quoi un dramaturge? C'est un écrivain de théâtre et qui écrit soit des comédies, soit des tragédies. Un drame, c'est juste du théâtre. Donc il y a ce jeu de la conscience, ce théâtre, ce drame, eh bien, qui va me permettre d'évoluer, puisque qu'est-ce que c'est qu'un conflit? Qu'est-ce que c'est qu'un choc? Eh bien, si je refuse l'expérience de la réalité. Je dis que le monde extérieur a tort. Le chien n'aurait pas dû être écrasé. C'est dégoûtant, c'est dégueulasse, quoi. C'est vraiment injuste, ça met en colère, c'est désespérant. Donc je refuse une partie du monde extérieur. Donc cela provoque un ressenti qui va aller dans mon corps et créer un symptôme. Donc ainsi, pour le décodage biologique, premièrement, écouter les émotions, deuxièmement, me responsabiliser dans ma perception du monde extérieur. Et troisièmement, eh bien, c'est de connaître les codes biologiques, les prodromes, les sensations, les émotions et des maladies.
quel est ce dictionnaire-là? Hein, le corps est un dictionnaire. Hein, ce sont des phrases. Chaque maladie est une phrase conflictuelle, eh bien, qu'on va décoder et ainsi permettre de changements. Je vais vous donner un autre exemple assez étonnant d'une patiente au Mexique. C'était une stagiaire, donc j'animais un séminaire, puis je demande un volontaire pour faire une démonstration. Et elle vient avec une maladie que je n'avais jamais eu à traiter en complément de la médecine, qui est les muscles, les os mous. Elle a les os mous parce qu'ils ne se décalcifient pas, c'est le phosphore qu'elle a en moins. C'est le phosphore. La plupart, quasiment tout le monde, c'est une décalcification. L'ostéoporose, le rachitisme, etc., etc. Et elle, non. Le calcium va bien, c'est le phosphore qui s'en va et qui fait que les os sont mous et qu'elle a des douleurs, donc spécialement à l'épaule gauche et au bassin. Hein, c'est assez général, cette absence de phosphore, mais un peu plus sur l'épaule gauche et le bassin. Et en décodage, eh bien, nous ferons le lien chez la droitière, pour la droitière, entre l'épaule gauche et la relation aux enfants, puisqu'une femme droitière, un homme droitier, va en premier porter son bébé, son enfant, sur l'épaule gauche pour donner le biberon, pour le cajoler, le caresser, lui donner le sein, etc. Et l'épaule droite, eh bien, ça sera pour le deuxième grand bébé de la maison, que je ne nommerai pas par respect pour messieurs. Donc, et le bassin, eh bien, c'est là, les seins du bas, hein, le bassin qui accueille, qui reçoit la vie, le bébé, dans l'utérus au départ. Et cette femme, donc, je l'écoute dans ce qu'elle a d'original, de spécifique, puisque dans mon travail, on ne peut pas avoir une maladie si on n'a pas le conflit à l'origine de cette maladie. Donc j'ai simplement à écouter, puisque l'inconscient s'exprime sans cesse, eh bien, dans la vie de la personne, qu'est-ce qu'il y a de cohérent avec ce symptôme? Hein, elle a la réponse. Hein, je n'ai pas besoin d'apporter quelque chose, au contraire, c'est elle qui va m'apporter la réponse. Hein. C'est Rumi, un mystique soufi, qui disait ça, c'est dans la maladie que se trouve le remède et le sens de la maladie. Donc, voilà ce qu'elle me raconte. Eh bien, qu'elle travaille beaucoup. Elle travaille intellectuellement et elle travaille tellement, elle est dans la recherche fondamentale, et qui fait qu'elle passe moins de temps avec ses enfants, et qu'elle se dévalorise, elle se culpabilise. Je ne suis pas avec mes enfants à la maison parce que pour gagner de l'argent, eh bien, je suis obligé de travailler et de penser, etc. Et là, j'ai une hypothèse du sens biologique, qui est que le cerveau fonctionnant en phosphore, consommant du phosphore, eh bien, elle se culpabilisant de faire trop fonctionner son cerveau, quelle est la solution symbolique et biologique que trouve son corps? Eh bien, c'est de fixer moins le phosphore, de ne pas absorber le phosphore. Comme ça, le cerveau ne va pas fonctionner. Et ainsi, si je suis bête, entre guillemets, si je fonctionne moins du chapeau, je vais être plus maman. Parce que c'est soit je suis maman dans le corps, soit je suis au travail dans le cerveau. C'est une proposition qui peut être juste mentale, intellectuelle, abstraite. Sauf que, eh bien, une semaine après, lors d'un stage suivant, 2 semaines après, lors du stage suivant, donc cette femme est venue, elle n'avait plus de douleur ni au bassin ni à l'épaule. Elle avait lâché complètement cette dévalorisation liée à l'excès de travail intellectuel. Je vais moins faire travailler le cerveau pour être plus avec mes enfants, les protéger, l'épaule gauche, les accueillir avec le bassin. Donc, le troisième règle du jeu, en quelque sorte, de comment fonctionne le corps, donc après l'avoir écouté et accueilli, eh bien, c'est quel est le code? Quel est le code? Quelle est la spécificité de cet organe? À quoi ça sert? Quel est le bénéfice de cette maladie, de ce symptôme? Et en travaillant sur la réalité biologique et non pas métaphorique, symbolique, etc. Le phosphore, c'est réel, c'est biologique, ça permet aux neurones bien, de phosphorer, de fonctionner. Est-ce que c'est clair ce dont je parle? Est-ce qu'il y a des questions de compréhension jusqu'à maintenant? Profitez-en. Avez-vous des questions? On va passer à un micro. Il marche les micros?
suis à votre écoute. S'il y a des choses que vous voulez que je reprécise, que je détaille, allez-y. Bonjour. C'est au sujet du décodage biologique. Est-ce qu'on peut avoir plus de précision sur les maladies? Lesquelles? Mais ce qui concerne par exemple, vous disiez le foie, le cœur, les poumons. C'est quoi la symptomologie? Donc, quelle est précisément votre question? Sur quel le organe? foie par exemple. Sur quelle partie du foie? La tête du foie, La la tête queue, du foie, oui, voilà, exact. les voies biliaires, les hépatocytes? Oui, oui. Quelle partie du foie? Si La tête du foie, oui. Comment? La tête du foie. Oui, mais dans la tête du foie, il y a les canaux biliaires qui recueillent la bile et qui l'envoient vers le duodénum. Et il y a l'hépatocyte. Il y a également la structure du foie, le tissu conjonctif, ça va être des codes différents. Voilà, surtout la voie biliaire. S'il s'agit d'un droitier ou d'un gaucher? Un gaucher. Donc, un gaucher sur les voies biliaires, ça va être identité dans le territoire. Je me sens mis sur la touche, je me sens pas reconnu. Si c'est un droitier, c'est la colère, l'injustice. Les choses que je ne peux pas digérer, je ne peux pas accepter, parce que la bile va permettre de digérer les graisses, les corps gras. Donc, c'est ce qu'il y a de le plus inacceptable dans ma vie qui vient. Si c'était l'hépatocyte, ce qui n'est pas le cas dans la tête du foie, c'est le conflit de manque, comme l'ours à l'entrée de l'hiver ou quelqu'un qui perd son travail, donc j'ai manqué de nourriture. Donc le foie va stocker de glycogène, peur de manquer de nourriture, d'argent, de tout ça. Si c'était maintenant le tissu conjonctif du foie, c'est je manque de structure dans mon travail pour gagner de l'argent. Donc c'est pour ça que c'est intéressant votre question, ça permet d'aller plus dans le détail. Et si c'est un gaucher, ça croise je ne peux pas aller dans le détail au niveau du fonctionnement du cerveau, mais ça va être, me sens mis sur la touche, pas reconnu, mis de côté. Merci. D'autres questions? Bonsoir. Comment se manifeste une consultation? C'est-à-dire, les gens qui viennent vous voir, viennent-ils avec des symptômes, ou alors avec un mal-être? Et pour le coup, vous allez regarder les symptômes et ensuite en déduire, les creuser en fait. Comment vous réalisez une consultation en fait? Alors, comme tout thérapeute ou psychothérapeute, donc la personne vient, elle a son objectif conscient. Elle a mal aux dents, elle a un problème donc, de voie biliaire, etc., etc. Donc, soit la chose est vraiment claire et nette, elle a sclérose en plaques, elle veut travailler sur le conflit de la sclérose en plaques, elle veut potentialiser l'efficacité du neurologue, du traitement et guérir de cela, par exemple. Donc ça, c'est l'objectif conscient, volontaire. Ou bien elle a plusieurs symptômes. C'était le cas donc hier, là. J'ai fait une consultation à quelqu'un qui me dit je me sens gisant, donc par le salon l'âme, j'ai un problème au testicule gauche, et puis j'arrive pas à me stabiliser dans un couple. Donc il me parle de tout un tas de choses. Et donc je lui demande quelle est la chose qui va le plus réellement changer ta vie une fois que cela sera réglé ou satisfait. Donc je ne prends pas de pouvoir sur le patient. C'est le patient lui-même qui ressent, pressent, qu'est-ce qui va lui donner le plus de joie, de bonheur. Et de façon professionnelle, je peux aussi avoir mon opinion si, en réglant cela, ça va vraiment aider le reste aussi. Qu'est-ce qu'il peut y avoir de central dans sa structure? Par exemple, si je perçois que la personne, elle est sacrificielle dans l'oblation, dans l'oubli de soi, dans le non-respect et l'abus. Elle me parle de maladie, mais tant qu'elle est
dans cette psychologie de cette dévalorisation qui correspond au squelette. Donc je ne suis pas important, c'est l'autre qui compte, ou de l'anémie. Je ne fais pas beaucoup de globules rouges parce que je ne veux pas bouffer l'oxygène des autres, parce que le globule rouge sert à transit de l'oxygène jusqu'aux cellules. Donc à ce moment-là, je vais travailler ça en priorité. Parce que si la personne n'a pas de valeur, n'a pas de sens à sa vie, puis on travaille ses ongles incarnés ou son eczéma, mais que la personne n'est pas là, ça n'a pas de sens, vous voyez. C'est reconstruire parfois l'estime de soi. Donc je peux avoir mon expérience pour parfois proposer une priorité dans la consultation. Donc première étape, c'est quel est l'objectif, quel est le centre de notre rencontre, l'objet de notre rencontre. Deuxième étape, c'est ce que j'appelle le portail d'entrée en biologie, tel que je viens de le faire avec ce problème de phosphore chez cette femme. Donc c'est l'épaule gauche, relation mère-enfant chez une droitière, le bassin, l'accueil des enfants, le phosphore, le cerveau, etc. Donc avec les symptômes, je fais ce que j'appelle une phrase conflictuelle. Comme cette femme qui faisait de l'aérocolie du côlon descendant. Côlon, c'est une merde, une saloperie. Descendant avec les enfants. Aéro, une histoire d'air, de vie et de mort, l'air, l'oxygène, et colis, donc avec inflammation, donc elle est en colère, irritée par une situation. Donc je répète, aérocolie du côlon descendant, c'est son objectif, première étape. Deuxième étape, je fais la phrase conflictuelle, à partir des codes biologiques. Donc, côlon, saloperie, descendant, enfant ou assimilé, enfant symbolique, air, vie et mort, espace et liberté, et inflammation du côlon, c'est irritation, je suis en colère par telle situation. Je ne la connais pas, cette femme. Je dis voilà, les codes. Ça vous parle, ça ne vous parle pas, je ne vous impose rien, est-ce que ça a du sens? Et là, immédiatement, une furie en face de moi. Il me dit c'est mon fils, donc descendant. Je donne de l'argent, il me demande de l'argent de poche. Ok? Il est adolescent, je lui passe de l'argent de poche et j'apprends qu'il vend de la drogue. C'est de la merde, la drogue. Le côlon. Il va tuer les gens avec la drogue. Aéro, vie et mort. Et ça me met en colère. Qu'il utilise la confiance que je lui donne pour vendre de la mort. Donc, les codes biologiques ont permis en quelques minutes d'aller dans l'histoire conflictuelle. Deuxième étape. Troisième étape, une fois qu'on est en haut de la montagne, et c'est ça, les codes biologiques nous permettent d'aller en haut de la montagne ou de la colline et d'avoir une compréhension globale de la personne, du conflit. Eh bien, après, on va redescendre de l'autre côté de la colline, c'est-à-dire, cette deuxième partie de la consultation, c'est la thérapie, c'est le changement. Trouver le conflit ne suffit pas, évidemment. C'est pas parce que je sais que ça vient de mon fils, qui vend de la drogue, ou de mon fils qui est mort quand il avait 22 ans, ou autre chose, que ça y est, je suis content, c'est fini. Non, bien évidemment que non. Il y a deuxième partie, et là je vais m'appuyer sur les travaux de Milton Erickson, le père des thérapies brèves, celui qui a inspiré beaucoup la PNL, l'hypnose contemporaine, Jodorowsky, les prescriptions de tâches, les métaphores, la thérapie orientée solution. Donc le pape, pour moi, de la psychothérapie, le maître, pour moi, de la psychothérapie, c'est cet Américain qui est mort en 82, donc Milton Erickson. Et qui faisait des thérapies qui duraient une séance, voire deux. Parce qu'il travaillait sur la structure de l'expérience. Il provoquait des changements en mettant en place des nouveaux apprentissages. Ce qu'ont repris après toutes les thérapies brèves, une partie de ses travaux, puisqu'il était tellement dense dans sa façon de travailler qu'on ne peut pas refaire comme lui. On prend un aspect et puis on se l'approprie. Donc, j'utilise son intuition, sa modalité de relation, sa compréhension de la structure de l'expérience. Le problème n'est pas l'expérience, mais quelle structure je donne à cette expérience à l'intérieur de moi. Donc, deuxième partie de l'expérience, de la thérapie, deuxième phase, le changement, l'orientation vers le changement, en travaillant sur le lâchage émotionnel, sur la prise de conscience émotionnelle, sur l'apport de ressources, le besoin qui n'était pas satisfait à ce moment-là, le changement de croyances limitantes, et le travail également sur l'identification, puisque tout conflit vient d'une identification à ce que je ne suis pas. Donc, lorsqu'on a trouvé l'histoire conflictuelle,
On va travailler là-dessus. Pourquoi? Parce que d'autres personnes ont vécu cette situation. Voilà, le fils vend de la drogue. Mais toutes ces femmes n'ont pas fait l'aérocolie du côlon descendant, vous voyez. Donc elles vont faire un problème d'épaule gauche, ou de l'ovaire, ou de rien du tout, vous voyez. Donc, ou du cerveau, parce qu'elles vont trouver une solution. Donc elles vont avoir mal à la tête, parce qu'elles cherchent une solution impossible avec leur pensée. Donc, quelle est la structure de cette femme? C'est pas une fatalité de vivre mal, situation quelle qu'elle soit. C'est pas une fatalité. Hein. Donc comment s'y prend cette femme pour s'éloigner de son être essentiel, de sa vérité, de ce paradis intérieur, à savoir ce lieu qui est sans conflit? Hein. Comment elle s'y prend? Quelle est sa stratégie inconsciente pour s'éloigner d'elle-même? Hein. Donc j'étudie ça. Et souvent c'est la croyance limitante, c'est également l'identification. Hein. C'est-à-dire, je deviens un personnage. Par exemple, je suis la mère, je suis identifié à ça. Donc ça, c'est la partie donc, importante de la consultation qui va permettre la transformation au niveau de la biologie. J'ai juste une autre petite question. Est-ce que, parce qu'il y a des maladies auxquelles vous êtes confrontés à travers vos patients, de gens qui sont loin dans le stade de la maladie, est-ce que c'est possible quand même de rattraper ou de réussir à amener les gens vers la guérison quand vraiment le stade est très avancé? Alors, c'est également une bonne question, et je vous remercie de l'exprimer. Et la réponse pour moi est vraiment très importante et très claire. C'est que dans toute thérapie, quelle qu'elle soit, eh bien, il y a deux écueils, deux extrêmes. Le premier extrême, c'est de vous dire, oui, c'est facile, regardez, Guy Corneau a guéri de 3 cancers très avancés, stade 3, et il a récupéré un corps totalement sain, Guy Corneau, hein, jusqu'à malheureusement le décès de sa sœur, et après il a fait un problème cardiaque. Mais voilà, lui ou d'autres personnes qui ont guéri de maladies avérées et graves. Donc, premier écueil, c'est faire croire au Père Noël. C'est dire, bah oui, voilà, il suffit. Ça, on est dans une espèce de délire, du principe de rêve, ou je sais pas trop quoi. Donc, ce premier écueil, c'est la toute-puissance infantile. Deuxième autre écueil, c'est le désespoir. Il faut dire, non, on peut guérir de tout, mais ce que vous me dites, non. Les autres, non, là, c'est pas possible, non, c'est fichu. Vous voyez, c'est ce qu'on appellera en décodage biologique le conflit diagnostique. C'est-à-dire, on dit à la personne, voilà, c'est comme ça et c'est pas autrement. On va la condamner, entre guillemets, à un pronostic. Et la réalité est entre les deux. Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. J'ai vu je pense à une femme à Marseille, que j'ai bien connue, qui était tétraplégique, sclérose en plaques, qui se pissait dessus, qui était dans son lit, qui ne bougeait plus des 4 membres. Et cette femme, je la revois des années plus tard, elle était prof de danse. Donc elle s'était levée de son lit, elle enseignait le tango. J'ai vu un homme, ça c'était il y a une quinzaine d'années, il vient en consultation, séropositif, sida avéré, cancer de la gorge, et je pensais qu'il allait mourir dans la consultation. Il était maigre comme un coucou, il cherchait son air à chaque moment, et quand l'air rentrait dans ses poumons, ça le brûlait, il ne pouvait plus manger. Il avait un cou comme ça, et vraiment, j'étais impressionné par sa résistance en même temps. Sauf qu'un an plus tard, je donne une conférence à Toulon, je vois un jeune homme qui vient bronzé, musclé, bien dans sa tête, vraiment galant, et il me dit, vous me reconnaissez? Je dis, vaguement, j'ai peut-être connu quelqu'un de votre famille. Il dit, non, c'est moi. Et waouh, je l'ai invité au resto. J'ai quelque chose à apprendre avec vous. Il avait tout récupéré, le gars. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Lui, voilà, je peux parler de lui parce que j'ai rencontré. Il a récupéré sa santé, etc. etc. Okay. Et d'autres non. D'autres ont un petit bobo et puis ils gardent leur petit bobo toute leur vie. Vous voyez, donc je ne sais pas à l'avance. Parce que le thérapeute, à contrario du médecin, eh bien, le thérapeute n'a pas un devoir de résultat, n'a pas une obligation de résultat. Le médecin, l'allopathe, a une obligation, autant que possible, de résultat. La personne vient pour une bronchite, eh bien, en sortant, elle veut avoir des médicaments pour ne plus avoir de bronchite. C'est la définition donc, du médecin. Le thérapeute, le psychothérapeute, a un devoir d'outil, dans le moyen qu'il utilise, dans l'expertise de son outil, que ce soit l'ostéopathie, le décodage ou autre chose, mais n'a jamais un devoir de résultat. Simplement un devoir de moyens, de qualité dans les moyens. Donc, c'est son écoute.
fait son soin qui est là. Et il se passe des choses, comme les cas dont je parle, qui sont là. Donc, il y a des choses qui se passent, selon des critères qui nous échappent. Soyons humbles devant le mystère du vivant, de l'être humain. Donc, je crois, pour ma part, que le décodage biologique lève le voile sur des mécanismes que je vous ai présentés là à l'instant. Lève les voiles sur des compréhensions d'où vient le conflit, d'où vient la maladie, quelle est la structure du conflit, qu'est-ce qu'une émotion, son origine biologique, etc., qui permet rapidement, dans la pratique, mais pas à 100%, pas à 100% des patients ou des maladies, mais rapidement, eh bien, d'aller dans l'histoire et d'inverser cela. Et j'ai répondu à votre question. Autre question ? Oui, bonsoir. J'aurais aimé que si vous pouvez nous donner quelques explications à propos des maladies génétiques, puisque ça se transmet de génération en génération via les gènes. Donc ça part certainement d'un conflit, mais est-ce que c'est au début de la lignée? Est-ce que les conflits se répètent? Comment vous abordez ça? Alors, ce qu'il faut savoir concernant les maladies génétiques, eh bien, il y a des personnes qui l'ont dès la naissance, par exemple le daltonien, et puis, ou les trisomiques, et puis d'autres personnes qui vont avoir une maladie génétique, eh bien, qui va se déclencher à l'âge de 20 ans, 40 ans, par exemple, certains parlent d'oncogène, le gène du cancer, ou d'infarctus, qui se déclenche à 45 ans, ou à 46, ou à 43,5, parce qu'il y a le gène de sensibilisation à maladie cardiaque. Donc, dans ce deuxième cas, ce qui est important de savoir, c'est que dans les gènes, il y a non seulement un gène qui transmet un trouble cancéreux, cardiaque ou autre, mais il y a également un système on-off, décrit par les généticiens. Donc, si c'est sur off, vous n'êtes pas malade. C'est-à-dire vous avez le gène de la maladie cardiaque, mais vous êtes en bonne santé au niveau du cœur. Et un jour de votre vie se déclenche le on. Vous avez 43 ans et 2 mois, et boum, ça se déclenche, donc, et vous avez à ce moment-là un infarctus ou autre chose. Donc là, en décodage, sur ce symptôme d'origine ou lié à un gène, eh bien, je vais chercher chez cette personne qu'est-ce qu'elle vit en termes de perte de territoire, s'il s'agit du cœur, de l'infarctus, autour de 42 ans, par exemple. Donc, parce que ça apparaît à cet âge-là, et pourquoi pas à 38 ou à 50, son problème d'infarctus. Pourquoi ça se met sur une... Et là, on va trouver ce biochoc-là. Ou si c'est un autre trouble génétique qui se déclenche à 28 ans, eh bien, qu'est-ce qui se passe à 28 ans en lien avec cet organe malade. Okay. Lorsque la maladie apparaît dès la naissance, voire de la conception, eh bien ça, c'est très simple aussi. Pour certaines personnes, eh bien, on peut poser la question, quand commence notre vie à proprement parler? Jadis, on disait que c'est quand l'enfant pouvait parler. À d'autres moments, voilà, ce qui fait que l'enfant mourait parce que c'était au Moyen-Âge ou ailleurs. Donc, s'il mourait tout petit, comme ça, on n'était pas attaché, il n'était pas vraiment vivant. Donc, on a, selon les époques, dit que la vie commençait à tel ou tel âge. Que ce soit à 2 ans, à une époque, à la naissance, pour certains. Pour d'autres, disaient c'est dans la vie intra-utérine quand le cœur se met à battre pour la première fois. Et d'autres disaient non, eh bien, c'est à la conception. Et on confond, je crois, des objets différents. Ce qui commence à la naissance, c'est la vie aérienne. On respire. Okay. Ce qui commence à la conception, c'est la vie matérielle. Cette conscience, elle prend de la matière. Okay. Elle a une cellule, 2, 10, 20, etc. Okay. Donc, mais notre vie, nos programmes de vie, ils existent évidemment, puisqu'on parle de gènes, et les gènes sont antérieurs à nous-mêmes, eh bien, qu'on ait une maladie génétique ou pas du tout, eh bien, cela, évidemment, démarre avant notre conception. C'est-à-dire que notre vie, nos programmes de vie, d'adaptation, nos façons d'être, puisque notre corps va être lié à tout ça, démarrent bien évidemment avant notre conception. Et est enrichi également tout au long de notre vie. Okay. Donc, dans les maladies, quelles qu'elles soient, génétiques ou non génétiques, n'importe laquelle, eh bien,
on peut trouver l'origine dans notre biographie, dans notre vie présente. Quelqu'un fait un infarctus parce qu'à 48 ans, il a perdu son territoire, perdu son travail, il a voulu se battre pour cela, mais en peine perdue. Donc, il démarre un angine de poitrine. Okay. Et puis, on va trouver, chez une autre personne qui fait un angine de poitrine, c'est un problème pendant la vie intra-utérine, où c'est le père qui a perdu son travail, ou sa maison, ou un autre territoire. Donc, l'enfant, était relié à l'inconscient du père, et va se programmer avec cette émotion à ce moment-là, et va l'exprimer plus tard dans sa vie d'adulte. D'autres personnes, c'est un grand-père qui a perdu la maison en 1939, quand les Allemands ont envahi la Lorraine, et il a perdu sa maison en Lorraine. Et donc, le programme, il va venir à ce moment-là, dans le transgénérationnel. Certains croient aux vies antérieures, et on pourra travailler sur cette métaphore, ou ce symbole, ou cette réalité, selon les croyances. Donc, l'origine de ma maladie, elle est dans tous ces espaces-là, possiblement. Et quand on fait les protocoles en décodage, c'est-à-dire les lignes de temps, les régressions, mais qui existent aussi dans les constellations familiales, la PNL, l'hypnose, travaille aussi avec les lignes de temps, avec les régressions ou la kinésiologie, on va trouver là aussi, dans tous ces endroits, l'origine du problème qui s'exprime aujourd'hui à 30 ou 50 ans. Certains, donc, vont donner des transformations génétiques, et j'ai parlé du daltonien. Une stagiaire, un jour, me pose la même question que vous, et donc, elle est concernée. Si elle pose cette question, et non pas la question, donc, quel est le conflit des voies biliaires chez le gaucher, c'est qu'elle est concernée par les maladies génétiques, consciemment ou inconsciemment. Et donc, je dis, pourquoi tu me poses la question de daltonien? Elle me dit, parce que mon fils ne voit pas la couleur rouge. Il est daltonien. Il voit toutes les couleurs, mais le rouge, non, ça n'existe pas. Ok? Et donc, je l'écoute durant une pause de séminaire, et j'ai pas la réponse, j'en sais rien en réalité. La seule chose, la seule hypothèse, puisqu'en thérapie, on n'a pas de certitude. La certitude tue la relation, tue la confidence, tue l'ouverture. Ça bloque, ça censure nos certitudes. C'est lourd, une certitude. C'est au contraire une curiosité, une ouverture, une hypothèse qui va permettre à l'autre de s'écouter lui-même. Donc, je dis, je sais pas, moi, le rouge, parle-moi du rouge. Quelle est l'utilité, finalement, de la maladie, puisque c'est là le paradigme du décodage biologique. Toute maladie, est une solution d'adaptation à un moment qui n'est plus là. Et là, un moment qui n'est plus là chez l'ancêtre, transmis par la mère, et chez les ancêtres, puisqu'on parle de daltonisme. Et je dis, ok, quelle est l'utilité de ne pas voir le rouge chez tes ancêtres? C'est tout, c'est la seule question que je pose. Quelle est l'utilité de ne pas voir le rouge, puisqu'il ne le voit pas, il est daltonien, chez les ancêtres, puisque c'est génétique. Chez tes ancêtres, puisque je crois que c'est transmis par la mère. Et s'il ne se passe pas 2 heures ou 3 ans avant que vienne la réponse, facile, mais à laquelle elle n'avait jamais pensé, n'avait jamais fait de lien. Son père est russe. Son père est russe. Il a fui la Russie. C'était un russe blanc, un noble. Okay. Et en 1917, arrivent les bolcheviks, les communistes, rouges. Et c'est vraiment la tuerie. C'est la tuerie. Il y a du sang dans les rues, des ruisseaux de sang rouge. Donc, pour cet homme, je veux dire, le rouge, c'est le communisme, c'est le sang, c'est l'horreur. Donc, il fuit ce russe blanc, arrive à Paris, il devient chauffeur de taxi et alcoolique. Il boit toujours du vin rouge. Donc, le rouge, vous avez compris, c'est vraiment source de conflit. Quel est le sens fondamental de la maladie, de toute maladie, dans la proposition du décodage biologique? La maladie est là pour diminuer le niveau de stress conscient. Ok? C'est sa solution biologique. Je diminue le niveau de stress conscient. Okay. Donc là, si je ne vois pas le rouge, je ne vois pas le communisme, puisque pour la biologie, le temps n'existe pas. C'est-à-dire, je suis toujours à Moscou, je suis toujours en 1917. Il y a tout de suite les Russes qui sont là. Quand j'ai raconté l'histoire du petit chien écrasé, vous n'étiez pas dans cette pièce. Quand vous avez ressenti du dégoût ou de la culpabilité, vous étiez dans votre histoire. Quand vous avez ressenti de la culpabilité,
Voyez ? Donc, nous conjuguons toujours le passé au temps du présent. Nous sommes notre histoire, nous sommes identifiés à notre histoire que nous conjuguons au temps du présent. Et donc, elle, c'est le fils qui conjugue l'histoire de l'ancêtre, le grand-père ou arrière-grand-père, je ne me rappelle plus très bien à quel niveau c'était. Donc, c'est l'enfant qui conjugue le 1917 en 2019, c'était il y a une dizaine d'années. Donc, les codes vont permettre de retrouver cette histoire transgénérationnelle. Et après, il se passe ce qui se passe, puisque je n'ai jamais vu l'enfant en consultation, donc je ne peux pas parler d'amélioration ou de quoi que ce soit comme changement, puisque c'était une conversation, on va dire, ce n'est pas une thérapie. Et là, elle a pu faire donc ce lien avec ce moment-là. Notre histoire génétique, c'est un menuisier fiancé et très heureux, très amoureux. Et il travaille à la scie électrique et un accident survient. Sa main est coupée. Et là, c'est le drame pour sa fiancée. Il dit non, vraiment, je t'adore, mais écoute, vivre avec un handicapé, je peux pas l'envisager. Vivre avec un handicapé, c'est juste impossible, quoi. Il pleure, elle pleure, etc. Et puis il se quitte. Et le temps passe, elle rencontre un autre homme. Elle se marie avec cet autre homme. Elle est amoureuse, elle est heureuse, elle est enceinte, tout va bien, elle accouche d'un petit bébé charmant qui vient, sauf qu'il lui manque une main. Donc, je ne sais pas comment la biologie a pu faire ça, mais on quand même, il y a une espèce de quelque chose qui saute aux yeux, c'est « je ne peux pas vivre avec toi », bien si, je ne peux pas te quitter en même temps, quoi, donc je vais continuer. C'est comme lui qu'elle retrouve, ou l'enfant de ce premier homme. Là, le sens doit être proposé et validé en elle. Le sens n'est jamais validé chez le thérapeute ou dans les livres. Il est validé dans l'émotionnel du patient, mais jamais dans le mental, dans l'émotionnel. Qu'est-ce que ça lui fait à l'intérieur d'elle pour libérer simplement cette histoire, libérer cette mémoire, puisqu'elle est amputée d'autant de présent qu'elle est occupée par le passé. Vous voyez, j'oblitère l'instant présent en proportion de l'activité du passé à l'intérieur de moi. Ça, c'est important. Donc, même s'il n'y a pas, comme chez les lézards, la queue qui repousse ou la main, autre chose, eh bien, il y a un espace de conscience et de disponibilité qui peut réapparaître jusqu'à devenir une conscience finalement sans objet, sans identification, et pour le moment, en tout cas, pas à notre histoire ou à nos personnages qu'on a voulu nous faire jouer. Donc, l'invitation, elle est là, d'aller chercher chez les ancêtres le sens biologique, la fonction de ce symptôme déclaré. Merci. Ça répond à votre question ? Oui, tout à fait, c'est ce que je pensais également, je voulais confirmation. Il y a également l'épigénétique qui se passe là-dessus à l'heure actuelle. Je suis biologiste de formation, mais ce sont des domaines qui m'intéressent aussi. C'est ça, l'épigénétique avec la... Alors, vous connaissez les travaux de Jouvet, le professeur Jouvet, qui est un génie, et certains travaux sont méconnus. En particulier, il parlait, mais il y a longtemps de cela, que l'information ne va pas uniquement du noyau vers l'extérieur, ça on le sait depuis très longtemps, mais je crois le premier à dire que l'information allait de l'extérieur vers la cellule, et pouvait donner donc une reprogrammation spécifiquement pendant le rêve, puisque c'est sa grande découverte du professeur Jouvet, donc le sommeil paradoxal. Et donc, l'idée, c'est que, d'après ce que j'ai compris, c'est que durant les chocs, durant les drames, durant les difficultés, et ça va reboucler avec ce dont on est en train de parler, les maladies génétiques. L'hypothèse, c'est que ce Russe, il est traumatisé par le rouge, cette femme est traumatisée par la main amputée, et durant le sommeil paradoxal, durant le rêve, eh bien, va vouloir l'intégrer psychologiquement, émotionnellement et donc biologiquement. Donc, une des grandes fonctions du rêve, c'est d'intégrer, d'accepter la réalité, les traumas de la journée. Donc, je les revis de manière symbolique, puisque le symbole est le minimum de support pour un maximum d'informations. Donc, cette femme, cet homme, revit les traumatismes durant le sommeil, mais c'est des cauchemars, c'est répétitif. Et ce que dit Jouvet, c'est que durant le rêve, les noyaux souffrent, l'information rentre dans les gènes, et il y a une reprogrammation des gènes. Et donc, dans cette reprogrammation des gènes, il y a inclus cette information
de la main, de la couleur rouge, donc de l'œil avec les pourpres. Et ce qui fait que la génération qui va profiter de ces gènes, pour autant qu'il y ait fécondation après le trauma, eh bien, va hériter de ce programme-là. C'est-à-dire que si cela a lieu avant la conception, les gamètes vont être ainsi reprogrammés. C'est ce qu'en décodage, on va appeler le projet sens, donc c'est le projet inconscient du père et de la mère. Comment ? C'est ce dont parle également Gérard Attias. Alors, Gérard Attias s'inspire de Marc Fréchet. Le projet sens, c'est la découverte de Marc Fréchet. Gérard Attias est un intuitif qui utilise Jodorowsky, Dr Sabat, Hammer, la médecine chinoise et Marc Fréchet. Donc, le projet sens n'est pas Gérard Attias. C'est Marc Fréchet qui a découvert ça à son corps défendant. Il a découvert les cycles biologiques mémorisés, les rangs de fratrie, pour redonner à César ce qui appartient à César. Et je ne suis pas dans le courant de Gérard Attias, dans la mesure où ce qui m'intéresse, c'est de la qualité de la relation thérapeutique et la mise en place de protocoles techniques pour redonner de la liberté aux patients. Donc, même si je reconnais certains codes chez lui, je ne me sens pas de la même famille thérapeutique. D'autres questions à propos du décodage et des symboles? Prenez le micro. Alors, le micro. Ah, voilà. Alors, peut-être pour rebondir du coup sur le transgénérationnel, mais je voudrais bien m'exprimer. C'est pas évident. Donc la question. Donc vous dites donc expérience, émotion et donc symptômes ou maladies. On dit aussi que les cellules ont une mémoire. Donc si j'ai vécu quelque chose d'émotionnellement traumatisant dans une autre vie, que je possède encore donc en moi transgénérationnellement, puis-je développer cette maladie, donc du coup ne pas en être conscient, parce qu'en fait vous amenez la personne à la conscientiser pour guérir, mais là puisque ça ne m'appartient pas dans cette vie-là, vous arrivez à vous aussi proposer d'arriver à retrouver du coup, on va dire transgénérationnellement. C'est possible. Oui, je comprends très bien votre question. Je comprends très bien votre question. Elle est importante aussi, elle est concrète, elle est pratique, et je vous remercie de cela. Donc, pour reformuler, être sûr que j'ai bien compris, donc quelqu'un a un symptôme, quel qu'il soit, et l'origine est totalement inconsciente chez inconscient, puisque c'est pas arrivé dans sa vie. Si c'est arrivé dans sa vie, c'est dans son inconscient quelque part, puisqu'elle a vécu. Si c'est chez ses ancêtres, à la limite, elle peut en reparler à papa, maman, elle peut retrouver cette chose-là. Si c'est dans les vies antérieures, ou voire même dans les ancêtres de ses vies antérieures, etc., alors là, comment retrouver l'information? Elle l'a sûrement pas dans sa mémoire. Eh bien si. Eh bien si. En réalité, c'est beaucoup plus simple que cela. De manière pratique et concrète. De manière pratique et concrète. C'est pas du tout mental ou philosophique. Je suis d'abord un praticien. La théorie, ce que je vous parle depuis un moment, est au service de la pratique et nourrie par la pratique. La pratique n'est pas au service de la théorie, attention. Je m'en fous de mes livres, ou de Freud, ou de Sabat, Attias, Hammer, ou tous les autres, je m'en moque. Ce qui m'intéresse, c'est, voilà, chez ce patient, quelle est la vérité, la réalité pour lui. Donc c'est la pratique, le maître du thérapeute. Et dans la pratique, donc ce que j'ai pu observer, grâce au protocole, et je vais reparler du protocole ensuite, protocole qui étant cette écoute, ce dialogue avec la cellule, avec l'inconscient du patient. Je ne sais pas si vous connaissez les constellations familiales de Bert Hellinger, par exemple. Levez la main s'il y en a qui connaissent, parce que c'est vraiment quelque chose de fameux. Il y a Eric Laudière qui fait ça très bien à Forcalquier, par exemple. Donc, ou l'hypnose, ou les lignes de temps de PNL, le reimprinting, etc., ou la kinésio. Donc, il y a beaucoup d'accès à cette mémoire inconsciente, avec vérification dans le corps. Lorsque quelqu'un a un symptôme, eh bien, il a forcément, obligatoirement, c'est les présuppositions de thérapeute, si j'ai une maladie, j'ai dans cette maladie l'histoire qui a généré cette maladie. Un jour, une patiente vient me voir, une femme, vient me voir en thérapie. Elle me dit « Ah, je viens de vous voir parce que
j'ai lu un livre, il parle des troubles d'origine transgénérationnelle. Donc je voudrais travailler mes ancêtres. Alors je lui dis, très bien, très bien, on va faire ça. Quel est votre problème? Elle me dit, j'en ai pas. Je dis, votre santé, ça va bien. Votre couple, parfait. Le boulot, au poil. Et je dis, bah, retournez chez vous. Alors elle me dit, mais oui, mais dans le livre, il dit que nos problèmes viennent de transgénérationnel. Alors je lui ai répondu, bah, c'est simple, la solution. Vous changez de lecture. Vous lisez autre chose, quoi. Vous allez bien. Donc, je pars d'un problème, là, aujourd'hui. Hein. Et toujours à 100%, dans ce problème est l'origine du problème. Si quelqu'un me dit « Ah, j'ai telle maladie » et je pense que cela vient de tel ancêtre ou telle vie antérieure, poubelle, poubelle, poubelle. Parce que je pense. Et avec la pensée, on peut tout imaginer, tout inventer. Ça n'a aucune utilité. Poubelle. Je ne fais jamais de transgénérationnel mental, cognitif. C'est dans la réalité biologique, dans l'émotionnel, qu'il y a la vérification et qu'il y a l'information. Okay. Donc, on va dire, ah, dans une vie antérieure, j'étais ceci, cela, c'est pour ça que j'étais le problème de santé. Et la personne me dit, ah oui, oui, c'est intéressant. Je ressens rien, mais c'est intéressant. Je dis, poubelle. Poubelle. Ça n'a aucune valeur thérapeutique pour moi. Okay. Donc, la vérification, elle est dans le ressenti. Il se passe quelque chose et le fil conducteur, il est là. Le fil conducteur, il est là. Donc, il n'y a pas de maladie sans qu'il y ait à l'intérieur l'origine de cette maladie. Et le talent du thérapeute, en décodage ou autre, eh bien, ou le médium, ou ce que vous voulez, eh bien, c'est de trouver ce fil conducteur, ce lien. En décodage, c'est le sens biologique, émotionnel, qui va être le fil conducteur, qui va permettre, grâce à des protocoles de dialogue avec la cellule, de dialogue avec l'inconscient, de trouver cette information, cette cohérence des symptômes. Donc c'est simple, que ce soit une vie intérieure, comme vous le dites, il n'y a pas de mémoire consciente, même pas subconsciente, il n'y a aucune mémoire. Hein. La personne dit non, ben, j'ai peur des ascenseurs, mais je ne comprends pas pourquoi, parce que l'ascenseur, c'est tranquille, c'est machin, mais je ne vois pas, il n'y a pas de sens. Donc on fait un protocole, et puis là, elle trouve une vie antérieure ou un ancêtre qui est tombé d'une falaise, par exemple. Mais elle ne connaissait pas l'histoire. Il faut quand même que ça revienne à la conscience. Et ça, c'est le talent du thérapeute. Vous voyez, c'est les protocoles en hypnose ericksonienne, j'ai parlé d'Erickson, c'est le protocole avec le jeté de boulettes, ça c'est un protocole que j'ai inventé, et la personne, elle arrive à l'information. Donc, je vous décris le protocole dont je parle du jeté de la boulette. J'étais à Atlanta là, il y a 2 semaines, et avec 40 élèves, et ils ont tous jeté la boulette, ils ont tous eu l'information. Okay. Donc, j'écris le symptôme, quel qu'il soit, sur une boulette de papier. Une maladie physique, un trouble émotionnel, un échec d'un ordre ou de l'autre, j'écris mon problème. Je me mets, j'imagine, la ligne du temps, la ligne de la vie dans l'espace. Là, il y a le passé, par exemple, là, il y a le futur, là, il y a le présent. Et je me mets dos au passé. Je prends la boulette de papier sur laquelle j'ai écrit le symptôme, et le patient le jette en arrière. Okay. Donc, il lâche le contrôle. Et là, il a l'information, s'il vient me voir, il sait que je travaille avec l'origine des symptômes, et là, il s'approche de là où a chuté les symptômes. Et il regarde vers le bas. On sait qu'avec la PNL, lorsque le regard est vers le bas, il est en lien avec la biologie, avec les ressentis, ce que la PNL appelle le kinesthésique. Donc, je regarde vers le bas, je suis en relation avec mes ressentis, avec ma biologie, et la personne est en légère hypnose. Parce qu'il y a cette boulette de papier, ça fait un moment qu'on travaille sur son symptôme, donc elle est préchauffée là-dessus. Et à 100%, eh bien, arrive une histoire, une hallucination, diront certains. Mais on n'hallucine pas du néant. On hallucine à partir de son vécu, de son histoire, de sa réalité subjective. Vie antérieure ou pas, peu importe. Donc, il y a une réalité historique ou métaphorique qui apparaît et sur laquelle donc on va travailler et qui explique donc le symptôme et qui ainsi donc va pouvoir se transformer. Donc l'information elle est là. Je compare très souvent la maladie à un film au cinéma. Voyez. Donc on est devant le ciné, il y a une grande affiche, l'ulcère du bulbe, c'est le nom du film, voyez, l'ulcère du bulbe. Alors
le thérapeute, avec le patient, on cherche la porte d'entrée parce que c'est un grand bâtiment, et puis il y a plein, comme au Pâté, il y a plein de salles de cinéma, et c'est où ce truc? Puis il y a un petit couloir, puis finalement, avec la phrase conflictuelle, on trouve le couloir, et là on arrive dans la salle, et là il y a plein de choses qui se passent. C'est énorme. On est à l'intérieur du cinéma, on est à l'intérieur de l'histoire conflictuelle, ou de vie intérieure, ou de transgénérationnelle, et là, toute l'information est là. C'est Moscou, et c'est des bains de sang. Vous voyez? Alors, pour aller un petit peu plus loin, de manière concrète, évidemment, donc j'ai fait une thérapie et j'ai travaillé sur à un moment donné sur un symptôme. Et puis a surgi l'histoire d'une hallucination peut-être, hein, d'un ancêtre qui s'appelait, j'ai oublié maintenant, Marcel, et qui est mort de la rougeole. Donc c'est en thérapie avec le thérapeute, il y a l'histoire qui surgit comme ça. Okay, l'ancêtre Marcel est mort de la rougeole parce que c'était à la campagne, il n'y avait pas d'infirmier, il n'y avait pas de médecin, il n'y avait personne pour s'en occuper. Okay. Donc j'avais beaucoup d'émotions, je retrouve ce Marcel, donc mort de la rougeole. Alors, en passant, donc mon fils Damien, hein, qui est le patron des médecins, hein, Saint-Damien, Saint-Côme Saint-Damien, donc il a eu 2 fois la rougeole. C'est un peu rare quand même. Hein. Donc c'est après, j'ai fait du lien avec ça. Et puis, tiens, moi, je suis infirmier au départ, donc il s'agit de sauver quelqu'un. Tiens, je m'appelle Christian, qui ressuscite les morts, c'est le sauveur, vous voyez. Et donc, d'un seul coup, j'ai mis du sens. Mais surtout, le plus intéressant, c'est que je suis allé voir ma grand-mère, avec un magnétophone. Et puis, je dis, tiens, mamie, j'ai des questions à te poser, tout ça. Et puis, elle m'a donné le prénom, je ne l'avais pas eu dans la séance de thérapie. Mais je raconte ce que j'ai vu en thérapie, l'enterrement d'un enfant. Elle me dit, mais comment tu le sais? On a toujours caché à tout le monde. J'avais les détails. Elle a validé parce qu'elle avait vécu, elle était là. Voyez. Donc, on n'a pas toujours une grand-mère sous la main qui nous raconte tout dans les détails, mais l'information, elle était en moi. Sinon, je n'ai pas le symptôme. Voyez. Ça répond à votre question? Donc tout ça, c'est l'importance du protocole. Le travail ne se fait pas dans le thérapeute. Il se fait chez le patient. Hein. On a des moyens qui vont permettre de faire monter à la conscience dans un climat de sécurité avec le patient pour que l'inconscient il puisse s'ouvrir, il puisse se sentir suffisamment en confort hein, pour aller là. Oui. Donc un thérapeute qui va remonter vers les régressions dans ses anciennes vies ou karmiques ou transgénérationnelles, qui vont trouver l'ancêtre qui a eu ce mal, si eux le libèrent à leur façon, ces thérapeutes-là, qui ne font pas participer donc activement le patient, ça ne guérit rien. C'est la conclusion que vous dites là, non? Prenez le micro parce que j'entends 2 mots sur 3 là. Donc quand on libère le patient, oui. Quand on libère l'ancêtre, le patient n'a rien fait, c'est ça? Voilà, quand on fait appel à des thérapeutes qui font ce genre de régression, qui font après appel à leur clairvoyance ou leur clairaudience, ou je ne sais quel autre... Le patient libère travaille. cette mémoire, est-ce que, du coup, parce qu'il n'y a pas eu d'action réellement du patient, du consultant... Si, bien sûr qu'il y a une action. Si lui ne le valide pas dans sa cellule, ça n'a aucune valeur. Si ça ne passe pas dans son système neurovégétatif sous forme de chaleur, de froid, de tension, de frisson, ça n'a pas de valeur, c'est mental. Donc même s'il a peu de ressenti, Je parle 0 ressenti. Voilà. S'il a 0 ressenti, eh bien on est dans le mental. On est dans la projection du thérapeute, ce que j'appelle le conflit de Procuste. Ah. Donc cela est dans sa biologie, dans sa cellule. Et le système neurovégétatif eh bien, va l'exprimer sous forme de sensations propres à la personne. D'accord. Donc il travaille, si vous voulez utiliser ce mot. Oui, très bien. Merci. Ok. Ok, d'autres questions? Je vais poser une question qui n'a rien à voir avec la conférence, mais c'est une question quand même qui m'intéresse personnellement. Que pensent les médecins du décodage biologique? Ok. Alors, je vais raconter quelque chose
vais répondre après. Mais dans un premier temps, j'ai envie de te raconter quelque chose de particulier qui est, il y a 4 ans, je suis invité à parler devant les sénateurs à Paris qui font une étude sur les sectes et du coup sur les médecines à caractère sectaire, etc. Donc je parle de tout ça. Et puis après, c'est un ami qui va parler de morathérapie, de kinésio. Donc Athias également a été convoqué à cela. Et puis, avec des sénateurs qui n'étaient pas totalement ouverts, hein, je veux dire qu'il y avait les textes de la Mivilude qui vient d'être dissoute, je crois, hein, j'ai appris récemment que la Mivilude n'existe plus. Et donc, donc assez, comment dire, pas très curieux, quoi, pas très ouvert sur ce que pourrait apporter le décodage biologique à la médecine. Et 3 mois après, je ne dirai pas le pays, parce que je suis bien sûr sous le sceau du secret professionnel, j'ai le président du Sénat d'un autre pays qui souhaite avoir une consultation avec moi parce qu'il a une tumeur du cerveau. Il vient avec ses 6 gardes du corps. Et c'était assez vraiment étonnant, impressionnant. Donc on a travaillé ensemble, il était disponible à ça. Et puis donc voilà, il a guéri en tous les cas. Qu'est-ce qui l'a aidé en cela? Est-ce que c'est mon travail ou d'autres choses? Ça, je n'en sais rien. Mais donc maintenant, en ce qui concerne les médecins, c'est quelque chose de complètement individuel et personnel. Les médecins voilà, sont libres de penser, on peut le souhaiter, et donc dans les formations, non seulement il y a des stagiaires qui sont médecins, mais dans mon équipe de profs, puisque j'ai maintenant une quinzaine de profs qui travaillent dans l'école d'Amérique latine et puis d'Europe, eh bien, il y a quelques médecins qui sont aussi professeurs, et puis d'autres qui sont thérapeutes, etc. Et puis voilà, d'autres qui sont plus fermés parce qu'ils n'ont pas cette curiosité ou cela. Donc je dirais qu'il y a vraiment de tout. Les études les déconnectent, je dirais, à cela. Pourquoi? Parce que je crois, enfin c'est l'infirmier qui parle ici, je crois que c'est un travail difficile d'être médecin, d'être étudiant en médecine, d'être confronté à la mort, à la souffrance, à l'injustice, voilà, des enfants qui ont une leucémie ou ceci ou cela. Et donc je crois qu'il peut y avoir une attitude de défense de beaucoup d'étudiants en médecine qui est de se bloquer émotionnellement. De se blinder émotionnellement pour pouvoir continuer à aider les gens. Et puis également, les études de médecine sont construites autour de la mémoire, hein, pour pouvoir valider ces unités. Donc, ils n'ont pas énormément de formation pas dans toutes les facultés de médecine, d'après l'information que j'ai, sur l'écoute émotionnelle, sur la prise en compte de cela. Jadis, les vieux médecins pouvaient être médecins ou rentrer en tous les cas en fac de médecine en ayant fait littéraire. Vous voyez, leur philosophie, ou un bac philo, etc. On pouvait maintenant, est-ce qu'il y a un médecin, un étudiant qui a fait bac philo qui rentre en fac de médecine? Je ne crois pas. Donc, jadis, c'était possible. Donc, c'était une autre tournure d'esprit. Et je vais donner l'exemple que j'aime beaucoup d'une stagiaire médecin, justement, à Strasbourg, et qui a fait sa thèse de médecine sur le langage des médecins. Et elle parle de Laennec, l'inventeur du stéthoscope, et de tous ces médecins autour de Laennec, et même peut-être les anciens médecins, eh bien, qui avaient un langage métaphorique. Vous avez le cœur, c'est comme un soufflet, ou l'asthme, c'est un soufflet de forge, ou le cœur, c'est comme un galop de cheval, ou etc. Et la personne, donc, on s'adressait à son cerveau métaphorique, son cerveau droit. Quel endroit qui nous intéresse en décodage biologique, hein? Et le médecin, le malade, il pouvait rentrer dans cette métaphore-là. Hein, le paysan ou l'autre, il pouvait rentrer dans cet espace des métaphores qui pouvaient lui parler plus facilement que de dire vous avez 8 mol,24 de durée dans le sang ou autre chose. Et donc, cette amie, donc Monique, elle parle de l'évolution du langage du médecin. Et ce qu'elle dit dans sa thèse, et qui est assez étonnant, elle dit progressivement, pour elle, on dépossède le patient de son corps.
Il ne comprend plus. D'ailleurs, on n'a plus d'omoplate, je crois. On a des patelles, même le nom des os a changé il y a une dizaine d'années. Hein, c'est plus le tibia, c'est plus le fémur, etc. Donc, ou le radius ou le cubitus. Donc, ce qui fait que certains patients, eh bien, comment tels, eh bien, sont obligés. C'est quoi ces minimoles, c'est quoi ces sucres, etc. Et c'est très bien que la médecine ait évolué vers la technicité. On peut aider davantage de personnes grâce au laser sur les yeux, ou ceci ou cela. Bien, c'est magnifique, cet aspect technique. Mais ce qu'elle dit, c'est qu'il y a une dépossession d'une certaine dimension. Et pour citer Boris Cyrulnik, eh bien, il raconte que quand il était jeune médecin, il est allé dans un service où l'infirmière boitait de la jambe droite. Alors, bon, ça paraît anodin au premier sens, jusqu'à ce qu'il rende compte que la surveillante boitait de la jambe droite. Alors là, il se dit quand même, là, c'est étonnant. Et quand arrive le médecin, le chef de service, il boitait de la jambe droite. Il dit, mais c'est quand même bizarre, ça. Alors, au bout d'un certain temps, il était gêné. Alors, il s'est mis à boiter de la jambe droite. C'est comme ça, au moins, il était plus tranquille. Et puis, après, il change de service, il arrive à Paris, et puis il rentre pour la première fois dans le service, et là, il voit l'infirmière qui boitait de la jambe gauche. Il dit, oh là là, c'est quoi cette histoire là? Et puis le chef de service, la femme de ménage, tout le monde boitait la jambe gauche. Alors lui, il s'est mis aussi à boiter de la jambe gauche. Et puis, finalement, il a encore changé d'hôpital, et puis il a ouvert son propre service à lui. Il a décidé de boiter des deux jambes. Et donc, il commande que dans le premier service, il faisait que de la médecine, il faisait que de la chimie. Et donc, si on ne parlait pas chimie, eh bien, on ne faisait pas partie de l'équipe. Puis après, il a travaillé en psychiatrie, puisqu'il est pédopsychiatre. Et là, si on ne parlait pas psychisme, mais on ne faisait pas partie de l'équipe. Il s'est dit un jour, tiens, si on faisait parler les deux en même temps, hein, la biologie et le corps. Et donc, c'est ce que je voulais vous présenter ce soir. Et je vous remercie donc d'être venu, d'avoir eu cette curiosité. Et donc, si l'aventure vous intéresse, hein, de continuer cela, eh bien, il y a un site internet qui s'appelle biodécodage.com, sur lequel eh bien, il y a quelques vidéos, il y a quelques informations, puisque l'école donne des séminaires à Aix, à Grenoble, à Lyon, à Strasbourg, à Paris. Je crois qu'on va ouvrir vers Bordeaux. Et puis également donc à l'étranger, à Bucaramanga en particulier, en Colombie, et dans une quinzaine d'autres pays d'Amérique latine. Et là, à ce moment-là, si vous voulez faire du tourisme, il faut aller sur le site christianflech.com. J'écris 22 livres, mais je n'ai pas osé tous les amener, là c'était un peu lourd. Sinon c'est visible sur le Soufflet d'Or. Les consultations, j'en donne plus, hein, je suis débordé, je suis assez peu en France. Maintenant, il y a des thérapeutes en décodage biologique accessibles par le site internet biodécodage.com. Il n'y en a pas beaucoup parce que je tiens à la qualité des thérapeutes, mais en tous les cas, ils existent. Et vous les trouverez donc sur mon site internet. Il y a des YouTube aussi, si vous allez par là pour voir des conférences. Et puis voilà. Et puis merci en tous les cas pour la rencontre. Et puis les stages, je vous dis, donc c'est à Gardanne ou à Aix-en-Provence, donc qui est le plus près. Je donne des stages de thérapie de groupe aussi. Il y en a un prévu au printemps. Un sur le langage qui va être à Grenoble, là, en janvier, je crois. Voilà, donc merci en tout cas pour votre curiosité, pour ce démarrage de rencontre et cette conclusion que je vous propose maintenant avec ma gratitude pour votre écoute. Merci, monsieur.